France Maghreb 2. LGF, le grand forum, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien jusque 18h en ce mardi 24 octobre pour nous accompagner. Ça faisait un petit moment qu'ils n'étaient pas ensemble, hein. Youssef Brakni, salut Youssef. Salut, ça va? Osineras. Youssef. Ouais. Voilà. La Dream Team là, hein. Attention, Voilà. ça va envoyer du lourd. C'est ça, exactement. D'autant plus qu'il y a un bon programme aujourd'hui. Ouais. Soyez là messieurs, dames, plus que jamais, le LGF, votre émission qui vous ressemble mais surtout qui vous rassemble. En tout cas on essaie au quotidien de 16h à 18h. Alors Youssef, avec toi on va parler de la politique de la ville. Oui, parce que là c'est les 40 ans de la politique de la ville. Voilà, donc je pense qu'il faut faire un petit point, un petit bilan, en tout cas de mon point de vue à moi, hein, de mon expérience militante. Très bien, eh bien on le fera tout à l'heure. On aura aussi les invités, on va en reparler dans un instant. Aussi, t'as un coup de cœur je crois, hein, tout à l'heure, qui sera avec nous. En fait, exactement, on aura une des organisatrices de l'événement de ce vendredi à Grigny, au sujet ils vont diffuser le film de Salah Hamouri de Nadir Dendoun, et donc on l'aura avec nous, nous expliquer un petit peu. Et je reviendrai aussi sur l'événement de ce week-end à Vaux-en-Velin. Bah, Gros événement. Justement, l'événement de Vaux-en-Velin, c'était aussi mon coup de cœur, hein, aussi. D'ailleurs, je vais m'y rendre, j'y serai, je suis invité parce que le comité Adama est invité. Ah bah vous y allez ensemble alors. Ouais, Oui. exact. Et surtout, en fait, cet événement du 28 se fait dans le cadre des 40 ans de la politique de la ville. Ah bah, Parce que comme quoi tout est lié finalement. voilà, tout est lié. Bon, et je crois que vendredi il y aura la présence des Allefort, l'épouse donc de Salah Hamouri, qui sera là à Grigny pour le gros événement. À Grigny justement nous irons parce que ça n'a pas été relayé dans l'actualité, parce que finalement quand ça concerne des mecs du quartier, tout le monde s'en fout finalement. Et pourtant, bah oui, c'est l'impression qu'on a en tout cas. Et pourtant il y a eu 2 morts il y a pas longtemps, 2 frères d'une même famille qui ont été tués. Ouais. Problème de bande rivale peut-être. On aura Boubacar tout à l'heure au téléphone, qui est bien implanté dans la ville à Grigny pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe. Et il essaie, lui, à son petit niveau, avec d'autres, de calmer un peu les tensions qui sont perceptibles visiblement à Grigny depuis. Et on peut le comprendre évidemment, ces événements. On en reparlera donc tout à l'heure avec lui, l'ami Boubacar, qui sera avec nous à 17h30. Bienvenue à vous, voici le programme de votre LGF de ce mardi 24 octobre. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce LGF, alors que le maréchal Sissi arrive à Paris, l'Égypte est aujourd'hui dans une impasse aussi bien économique que politique ou diplomatique. Invité du grand forum, Youssouf Traoré, ainsi que Mohamed, le meilleur ami de Adama Traoré, l'occasion de faire le point sur 1 an de mobilisation et une famille qui vit un véritable acharnement. La question du jour: nommer son enfant Djehed un délit en France, un procureur saisi dans cette affaire, nommeriez-vous votre enfant ainsi? Vous répondez à la question sur le Twitter LGF officiel ainsi que la page Facebook France Maghreb 2. Libertad, vous avez la parole, alors prenez-la tout à l'heure en fin d'émission 01 40 33 9000. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2 LGF, le grand forum jusque 18h avec Osineras et avec notre ami Youssef Brakni qui est avec nous aujourd'hui. Je rappelle que dans quelques minutes on recevra Youssouf Traoré qui sera avec nous, frère de Adama Traoré. Ça fait 1 an maintenant la mobilisation a bien débuté, Youssef, hein. Ouais, ça fait depuis le 19 juillet 2016. 19 juillet 2016, donc un peu plus d'1 an. Ouais. On fera le point d'ailleurs sur 1 an de mobilisation très importante d'ailleurs, avec au cœur de cette mobilisation Assa Traoré, la sœur qui elle aussi a pris cher, hein, pour le coup, parce que forcément mis en avant. Et elle s'est pris pas mal de critiques, pas mal d'ennuis aussi. Youssef, tu fais partie d'ailleurs de ce collectif Vérité pour Adama. Et on fera le point donc justement sur cette affaire qui n'a toujours pas été réglée finalement. Non, toujours pas, loin de là même. Loin de là, voilà. On attend toujours la mise en examen des gendarmes. Alors aussi, Youssef, on va parler de l'Égypte. Pourquoi? Parce que El Sisi est à Paris aujourd'hui. Alors avant de parler des contrats qui risquent de peut-être d'être signés aujourd'hui, on va parler des droits de l'homme quand même, hein, parce que on peut se poser la question: est-ce que les droits de l'homme sont-ils respectés en Égypte? Non, disent un certain nombre d'organisations. Oui, répond le président Abdel Sisi. Il est arrivé à Paris pour une visite officielle en France avant de déjeuner avec Emmanuel Macron. C'était donc à midi tout à l'heure. Il a accordé un entretien à nos confrères de France 24. Je vous propose de l'écouter évidemment. Vous n'imaginez pas l'ampleur du terrorisme en Égypte qui entraîne le déplacement de centaines de milliers de personnes. On a la responsabilité de 100 millions d'Égyptiens, 100 millions de citoyens. Alors je vous demande, où sont les droits de l'homme pour les martyrs et leurs familles, leurs femmes et les mères qui ont perdu leurs proches dans les attaques terroristes durant ces 3 dernières années?
Il n'y a pas de détenus politiques en Égypte, c'est très important de le savoir. En Égypte, tout se fait selon la loi et dans un cadre juridique bien précis. Le président. Voilà, LCC donc chez nos confrères de France 24, Youssef. Déjà faut revenir à la base. Ne serait-ce que déjà sur la légitimité de Sisi. Sisi, faut savoir, est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Oui. Par un coup d'État contre un homme politique, contre le président de la République égyptienne, qui était Mohamed Morsi, qui a été élu démocratiquement. Alors on peut critiquer les frères musulmans, on peut aimer ou ne pas aimer, c'est pas la question. Il a été élu démocratiquement. Et il se trouve que il a été renversé, et notamment, on le sait maintenant, grâce à l'aide de l'Arabie Saoudite, qui dès tout de suite après l'arrivée au pouvoir par la force de Sisi, a injecté des milliards et des milliards de dollars dans l'économie égyptienne qui était en faillite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, faut savoir, il dit qu'il n'y a pas de détenus politiques, mais alors que fait Mohamed Morsi en prison ? Quel est son crime ? Pourquoi est-il en prison, si ce n'est pour des raisons politiques ? Lui et de nombreux autres. Hein. Et de nombreux autres membres des frères musulmans, dont le guide suprême, qui est un homme très âgé, qui est toujours en prison. Ouais. Et je tiens à dire, et ça je tiens à le préciser, d'ailleurs certains doivent s'en mordre les doigts maintenant, que même des militants de gauche sont en prison. Notamment, je pense aux forces socialistes égyptiennes, où de nombreux militants sont en prison. Les blogueurs qui ont fait la révolution contre Moubarak sont en prison. Ils ont rien à voir avec les frères musulmans. Au contraire, ils étaient même opposés aux frères musulmans. Et pourtant, leur tour est venu aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils ont pas voulu dénoncer au départ le coup d'État de Sisi, parce que tout le monde était content, ils se disaient on s'est débarrassé de Morsi, en fait, leur tour est venu. Voilà, leur tour est venu et ils se sont retrouvés eux aussi en prison. Et la troisième chose, c'est le soutien indéfectible de la France, que ce soit d'Hollande, surtout de Hollande, et là on le voit encore de Macron à Sisi. Et notamment pour une seule chose, notamment pour les ventes d'armes. La France a explosé ses ventes d'armes à d'une part l'Arabie Saoudite et d'autre part l'Égypte, de Sisi. Faut savoir que par exemple les fameux Mistral, je sais pas si vous vous souvenez, les deux bateaux de guerre qui n'ont pas été vendus à Poutine non mais attendez, écoutez bien pourquoi, car Poutine serait un méchant dictateur qui ne respecte pas les droits de l'homme. Hollande, sous pression d'Obama à l'époque, sous pression américaine, n'a pas vendu ces deux Mistral et a perdu des milliards. À qui ont été revendus ces Mistral ? À l'Arabie Saoudite ? À l'Égypte. À l'Égypte, sous financement de l'Arabie Saoudite. Donc en fait, on voit que les deux se tiennent en réalité. Quand ils font des affaires avec l'Arabie Saoudite ou alors avec l'Égypte, en fait, c'est l'Arabie Saoudite qui est derrière. Et donc je passe sur tous les rapports internationaux, que ce soit Amnesty International, Human Rights Watch, etc., qui ont clairement dit qu'il y avait des violations quotidiennes des droits de l'homme en Égypte, et notamment contre les femmes qui subissent des tests de virginité forcés par la police, faut le savoir, d'accord, des viols. Tout ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Amnesty International, c'est Human Rights Watch, etc. C'est des rapports qui sont disponibles où il y a des violations quotidiennes des droits de l'homme en Égypte. Alors aussi, on peut clairement se poser la question, les droits humains, oui, mais pas à n'importe quel prix. Pour une commande de 12 Rafales à l'Égypte, la France est prête à passer l'éponge sur quelques-uns de ses principes, à l'occasion de cette visite officielle donc de Sisi, avec la signature donc de 12 Rafales avec des facilités de paiement quand même, rappelons-le. L'Égypte a l'habitude donc de faire des affaires avec la France, ce n'est pas donc cette nouvelle dictature en Égypte qui changerait évidemment le cours de l'histoire. Entre 2014 et 2016, rappelons que l'industrie d'armement française a en effet récolté près de 7 milliards d'euros auprès de l'Égypte, et ce grâce au soutien financier solide de l'Arabie Saoudite, comme tu le disais tout à l'heure, Youssef, oui. Et des Émirats Arabes Unis aussi. Oui. Mais selon la Tribune, Bercy vient de bloquer les contrats, l'Égypte ayant un encours important vis-à-vis de la France. C'est la croissance égyptienne. Si la croissance égyptienne tient à être estimée à 6%, Emmanuel Macron pourrait bien débloquer le contrat. C'est tout l'enjeu en fait de cette rencontre d'aujourd'hui. Alors les principes, oui, mais pas à n'importe quel prix aussi. Exact. Ben là, on a bien la preuve que c'est un président commercial. Uniquement, il met en avant tout son réseau, son portefeuille. Et là, voilà, avec l'argent, on peut tout arranger. Un contrat comme celui-là, après on va s'étonner dans quelques années quand il y aura des réfugiés parce que l'Égypte entrera en guerre contre tel ou tel pays ou etc. Comme on le voit en Syrie, en Irak et dans d'autres pays. Quand on dit vos guerres, nos morts, c'est pas pour rien. La France, un des plus grands pays vendeurs d'armes, qui aujourd'hui critique l'arrivée de réfugiés dans son pays. Ben voilà, pour moi tout ça, ça a un lien. Moi j'aime bien la question de Youssef et ça aurait été bien de la reposer à France 24. Je sais pas s'ils l'ont fait, justement quand il parle de prisonniers politiques qui n'existent pas, qu'en est le cas de Morsi justement. Ouais. Parce que c'est la plus grande figure qu'on pense tout de suite en Égypte, comme elle a dit, il a été élu démocratiquement, on s'en souvient tous, et comme ça d'un coup de baguette il se retrouve en prison. Voilà, faut nous expliquer.
Avec une condamnation à mort qui pend, Exact, ouais. qui plane au-dessus de sa tête. J'aimerais quand même rappeler quelques déclarations d'anciens présidents, notamment de Jacques Chirac, qui déclarait aux Tunisiens que la dictature de Ben Ali était acceptable tant qu'ils avaient à boire et à manger, ou Nicolas Sarkozy, qui recevait Kadhafi en grande pompe alors que ces geôles ne désemplissaient pas de prisonniers politiques. Macron ne pouvait pas mieux cacher son mépris pour la situation des droits humains en Égypte. C'est vraiment là la réflexion qu'on peut évidemment poser tout légitimement aujourd'hui. Oui, c'est clair. Non, mais après, c'est intéressant de parler même de Kadhafi, parce que Kadhafi, je sais pas si vous suivez un peu tous les rebondissements qu'il y a en ce moment, notamment l'enquête qui a été faite par des journalistes de Mediapart, par notamment un journaliste Fabrice Arfi, qui a fait un super travail et qui montre comment, en fait, il y a en 3 ans, c'est-à-dire que donc Kadhafi était reçu en grande pompe à l'Élysée, vous en souvenez, Sarkozy, en 2007, contrat d'armement, etc. 3 ans après, il se fait exécuter à l'occasion d'une guerre déclenchée par le même Nicolas Sarkozy. Donc moi, je pense que les dictateurs arabes devraient en fait en prendre de la graine, et à chaque fois on le dit, on le répète, mais depuis Saddam Hussein on le dit. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez beau vous plier, vous faire des courbettes, etc. Ça ne marchera jamais, ça sera jamais suffisant pour l'impérialisme, parce qu'il en vaudra toujours plus. Il en vaudra toujours plus. Et je tiens à dire sur l'histoire de Jacques Chirac par rapport au pain et vous avez à manger, c'est déjà pas mal. Mais toutes les manifestations dans le cadre depuis 2011 qui ont eu lieu dans tous les pays arabes, le mot d'ordre c'était dignité. La dignité. C'est-à-dire que c'est la dignité, c'est mieux. Et ça, il disait, on préfère crever de faim que de ne pas avoir notre dignité. Et puis, tu en parlais tout à l'heure, les ONG Human Rights Watch, Amnesty International, la FIDH, Reporters sans frontières, en tête, estiment que l'Égypte vit sa pire crise des droits humains depuis des décennies. Même sous Moubarak, il n'y avait pas ça. Ah oui, c'est ça. C'est ce que disent en tout cas la pire crise donc depuis de l'histoire égyptienne. Le président de la FIDH estime même que le soutien aveugle à El-Sisi doit cesser et dénonce des mesures de plus en plus liberticides qui frappent notamment de nombreux militants associatifs en Égypte sous couvert de lutte contre le terrorisme. Voilà. La France a failli à sa mission de défense des droits humains, écrit le président de la Fédération internationale des droits de l'homme dans une tribune. Voilà, c'est ce qu'il déclare en tout cas dans cette tribune. Voilà, donc Sisi à Paris, ça vous choque, messieurs ? Ah oui, moi ça me choque énormément, ça me choque pour tous les morts, pour le massacre notamment de la place, on se souvient là, lors de la place prière. Non, la place Tahrir, l'autre c'est le symbole Rabia, comment ils disent 4. Vous savez, la place, le matin, il y a la prière, c'est la prière du Fajr, ils sont, la police a tiré à tout voir, c'était filmé. C'est depuis le signe de ralliement en fait de l'opposition à Sisi. Donc pour tous ces martyrs, pour tous ceux qui sont morts, pour tous les personnes qui ont été violées, les hommes comme les femmes, pour les exécutions, les emprisonnements, c'est inadmissible. C'est un choc. C'est un choc. Donc on l'a bien compris. Vos réactions, bien sûr, n'hésitez pas à les donner au 01 40 33 9000, bien sûr, soit maintenant, soit tout à l'heure dans le cadre de Libertad, bien sûr, sur France Maghreb 2. On va faire un tour du côté du standard avant de parler de politique de la ville qui fête effectivement ses 40 ans. Youssef Brakni va y revenir dans un instant. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Christophe Abdel à l'appareil. Salut Abdel, bienvenue. Oui, bienvenue. Je voulais dire, vous avez la mémoire courte parce que l'histoire de l'Égypte et l'Algérie est la même. L'Algérie a fait la même chose quand le fils a failli passer. Elle a cassé les élections. L'armée a pris le pouvoir et a recommencé ça parce que les Algériens ont voté n'importe comment. Comme les Égyptiens ont voté n'importe comment, et Morsi, je suis désolé, en 2 ans, il a foutu un bordel monstre. Donc, il faut savoir ce qu'on veut, soit des gens qui vivent au Moyen-Âge, au gouvernement, et l'armée est là pour sauver le pays, parce que sinon, ça serait parti en pugilat, et ça c'est clair, on serait parti 400 ans en arrière. Donc, il a fait ce qu'il fallait, il a fait exactement comme l'Algérie. Et ça n'a pas empêché la France d'accueillir Bouteflika et d'autres dirigeants en France et traiter avec l'Algérie. Et en Algérie, il faut savoir aussi, le fils, ils sont en prison, les mecs, et il y en a qui ont disparu. Donc, je pense que vous avez un peu la mémoire courte. Je pense qu'il a fait ce qu'il fallait, et encore une fois, je pense que les Arabes, personnellement, ne savent pas voter. On l'a déjà vu, ça fait 2 fois. L'Algérie, ils ont failli passer, et ils recommencent là avec l'Égypte. Abdel, juste Youssef te répond pour le coup. Oui, non mais ça c'est de la propagande étatique des différentes armées. Effectivement, c'est un beau parallèle avec l'armée algérienne. C'est qu'en fait rien ne justifie un coup d'État, absolument rien. Je suis désolé, le droit démocratique, moi je comprends pas ce que ça veut dire mal voter ou bien voter. Il se trouve qu'une majorité de personnes ont voté pour Morsi, effectivement avait voté pour le fils à l'époque, mais je suis désolé, mais qui va remettre en question par exemple le fait qu'aujourd'hui on a voté massivement pour Macron et que Macron est en train de faire n'importe quoi, qui est en train de supprimer les APL, qui est en train de supprimer
tous les droits élémentaires, la CAF, etc. Non, il n'y a pas de coup d'État pour renverser Macron. Il n'y a pas des militaires qui vont investir le Parlement. On va pas mettre Macron en prison. On va pas inventer des faux chefs d'inculpation contre Macron en disant voilà peine de mort, etc. Merci aussi. Effectivement, Trump c'est encore pire. En fait, les seuls qui votent mal à chaque fois, c'est les peuples arabes. Ça, c'est un discours colonialiste. C'est un discours colonialiste contre les Arabes. C'est un discours même des sionistes, notamment BHL, etc. Qui a été mobilisé, y compris aussi pour le Hamas en Palestine. D'accord. Et au nom de cet argument-là, en fait, on fait des milliers de morts. Et ça, c'est inadmissible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur le bordel monstre entre guillemets que vous estimez qui a eu lieu en Égypte. Or, aujourd'hui, on le sait tous, et tous les Égyptiens, même des amis militants à moi de la gauche égyptienne, et j'en connais beaucoup, qui étaient anti-Morsi, mais viscérales, tous reconnaissent aujourd'hui que les pénuries d'eau, notamment, les coupures d'électricité, etc., c'était l'armée égyptienne qui organisait ça. Parce que l'armée égyptienne, comme en Algérie, tient tout. Et Morsi effectivement était naïf sur ce côté-là. C'est le seul reproche qu'on peut lui faire, parce que c'est lui qui a nommé, je le rappelle, Sisi comme maréchal. Faut savoir qu'il y avait un autre, c'était le maréchal Haftar. C'était un vieil homme, et c'est Morsi qui va chercher Sisi, qui est un jeune général. Il se dit que lui, voilà, c'est la nouvelle génération. Il y a peut-être moyen de faire autrement avec eux, etc. Bah, c'est bien fait avoir. Et c'est lui qui l'a nommé là à sa place, parce qu'il croyait une nouvelle génération de militaires. Or, faut le savoir, en Égypte comme en Algérie, l'armée tient tous les secteurs de l'économie. Il n'y a pas un secteur de l'économie qui ne tient pas grâce à l'armée. Et je terminerai par le dernier argument, c'est que l'armée égyptienne, c'est une armée entièrement financée par l'armée américaine, par les États-Unis. Faut savoir que c'est 2 milliards à 5 milliards par an de dollars qui sont donnés à l'armée égyptienne depuis les accords de Camp David avec Israël. Voilà, Abdel. Non, mais moi, je suis pas convaincu, parce qu'il mélange tout, il va beaucoup trop loin. On parle pas de ça. Il mélange Macron, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. On parle d'une armée qui vient au secours pour sauver un pays et un peuple, car ce peuple a donné les clés à des gens qui sont fous. C'est pas la démocratie, ça. Ils sont malades, ils sont fous, ils veulent retourner 400 ans en arrière. Donc c'est l'armée algérienne, comme elle est intervenue en Algérie. C'est tout, point barre. Il y a pas besoin d'aller aussi loin. Ça a aucun sens. Je vais pas aussi loin, je vais là aujourd'hui. C'est aujourd'hui dont je parle. Là. Je parle de Trump, de Macron, de Sisi et de l'armée qui au pouvoir en Algérie. Des tueurs, des massacreurs, et Donald Trump, c'est qui? Trump, t'as vu Raqqa, à quoi ça ressemble? Il massacre qui, là? Jusqu'à maintenant, Trump, il a jamais tué son peuple. Jusqu'à maintenant, Trump, il a jamais massacré son peuple. Mais c'est normal. Non, mais ça, c'est vrai, effectivement. Mais aujourd'hui, ils ont plus besoin, aujourd'hui. Excusez-moi, faut pas oublier qu'aux États-Unis, les ventes d'armes sont légales, et qu'il y a des personnes qui encourent encore la peine de mort, dans des mineurs. Donc non, mais ça, cet argument, tu vis en France, franchement, voilà. Moi, si tu vivais en Algérie, en Égypte et tout, peut-être que t'aurais pas ce discours-là aussi. Ouais. Abdel, merci. Je suis désolé, faut pas. Je suis désolé, vous savez, il faut pas oublier ce qui s'est passé en Algérie. Moi, j'aime bien l'Algérie. Moi, je suis algérien, donc j'ai pas oublié. Moi, je suis parti d'Algérie en 94, justement. Abdel, à cause de la guerre civile. Abdel, donc je connais bien l'Algérie. Écoute, Youssef, il connaît bien l'Algérie. Il en revient, il a quitté en 94, donc il connaît bien, Youssef, non? J'ai quitté à cause de la guerre civile. Mais regarde, mes parents ont fui la guerre civile. Il nous parle de Macron. Quel rapport? Mais c'est toi qui as fait des parallèles. Tu dis qu'on n'est pas mûr pour la démocratie. Quel peuple est mûr pour la démocratie dans ce cas-là? Le gouvernement Le Pen est venu nous massacrer par millions. Quoi? Est-ce que le gouvernement est-ce que le Pen... Mais le gouvernement français massacre aujourd'hui dans le nord du Mali, en Syrie, etc. Centrafrique aussi, faut qu'on en parle. Centrafrique, ils bombardent partout. Combien de morts en Algérie quand le fils a pas y passé? Mais justement, ils ont rompu un processus démocratique. D'ailleurs, je tiens à rappeler que Hossein Ahmed, qui est le chef des forces socialistes algériennes, a refusé le coup d'État. C'était pas un islamiste, lui, quand même, si? Lui, il a dit non, laissez le peuple algérien, il est mature. Hossein Ahmed, qui était un des 5 de la révolution algérienne, lui c'est un islamiste, c'est un barbu. Il a dit qu'il fallait laisser le coup d'État. Donc les morts, les 200 000 morts, c'est suite au coup d'État. C'est la réalité. Comment? C'est pas parce que tu vas le dire qu'on va se sentir moins arabe ou on va se sentir sale. Il faut bannir ces gens-là de nos pays qui sont les islamistes durs. Et si l'armée est là pour... Parce que, aujourd'hui, l'armée, si l'Algérie, elle est encore debout, c'est grâce à l'armée, bravo! Bah, elle est debout, voilà, elle est pas debout, elle est en chaise roulante pour le moment. Mais en tout cas, l'armée, non, moi, après, je vois que t'as l'air d'être pro-armée, pro-régime militaire. Moi, je suis désolé, moi, je suis pour la démocratie. Je crois qu'on est largement capable, on a fait une belle révolution, anticoloniale. On est largement capable de se prendre en main. Si maintenant, la majorité, en plus, on savait même pas, c'était le premier tour qu'ils ont interrompu, hein, c'est pas le second tour. Hossein Ahmed, il était pour laisser le second tour et laisser le processus électoral aller jusqu'au bout. Peut-être que ça aurait été Hossein Ahmed aujourd'hui. Merci Abdel, merci beaucoup. 01 40 33 9000, c'est pas aujourd'hui qu'on va vous mettre d'accord tous les deux. Ah non, c'est clair. Bon, un pro-militaire. Bon, alors on va tout de suite enchaîner de l'Égypte à la politique de la ville pour l'avis tranché de notre ami Youssef Brakni. Jingle.
Alors piétinez-moi, allez-y. La politique de la ville qui fête son 40e anniversaire, Youssef. Oui, alors nous fêtons les 40 ans de la politique de la ville. Alors, la politique de la ville, c'est quoi ? Alors, le nom ne donne pas une idée précise du sujet. En réalité, c'est une mission de l'État qui a été mise en place dans les années 80, suite aux révoltes des quartiers populaires, notamment de la région lyonnaise. Surtout après la mort par la police de Thomas Claudio, qui avait donné lieu, on se souvient, à des images spectaculaires des premières révoltes urbaines en France. Des milliards seront investis en priorité dans ces quartiers partout en France. Une liste de quartiers politiques de la ville ou quartiers prioritaires sera établie avec un budget pour chaque domaine. Et il y en a plusieurs, notamment le logement, l'éducation, la parentalité, le rapport police-population, la culture et le petit dernier qui vient d'arriver, la radicalisation. Alors, 40 ans après, quel est le bilan ? En 2005, on a pu assister à la plus grande révolte urbaine de France. 3 semaines de révolte à l'échelle nationale. Un fait complètement inédit. On peut alors se demander comment se fait-il qu'aucun bilan sérieux n'a pu être fait sur la politique de la ville. Surtout que 40 ans après, on voit qu'on assiste à quelque chose qui n'avait pas lieu auparavant, à savoir 3 semaines de révolte inédite d'une grande violence sur toute l'échelle nationale. En réalité, quand on connaît les actions financées par la politique de la ville, on comprend mieux la catastrophe. D'abord l'ANRU. L'ANRU, c'est l'Agence nationale de la rénovation urbaine. La plupart des rénovations urbaines se font sans les habitants. La police, faut le savoir, participe dans le cadre de l'ANRU à ces rénovations. Et une des priorités de la police, par exemple, c'est que on puisse détruire le maximum de bars, le maximum de bâtiments pour faciliter leur intervention dans les quartiers. Par exemple, je sais pas, faites un test autour de vous, dans votre quartier, regardez, vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a un plan en rue, à chaque fois, eh bien, il y a forcément une rue qui est créée et qui permet à la police de mieux pénétrer dans le quartier en son cœur. L'autre volet, c'est la parentalité, qui consiste essentiellement à une approche paternaliste des parents noirs et arabes des quartiers populaires. Les parents sont souvent pointés du doigt, et souvent, on a une approche vis-à-vis de ces parents comme étant des parents démissionnaires, sans prendre en compte tout le contexte qui fait que ces parents parfois peinent à s'occuper de leurs enfants, notamment par le fait que ils ont des horaires complètement décalés et qui sont surreprésentés dans des fonctions comme le ménage. L'autre volet, c'est les initiatives police-population. Alors, à chaque fois, ce n'est abordé que sous l'angle du dialogue, comme si en fait le problème c'est que les jeunes et la police ne se parlent pas. Alors qu'en réalité, il y a d'autres problèmes structurels, comme par exemple les crimes policiers et l'impunité policière, notamment, qui ne sont jamais abordés. On le voit dans le cas soit de violences très graves, comme le cas de Théo Louaka, ou plus récemment encore comme avec l'affaire d'Adama Traoré, où là carrément il y a des morts. On voit qu'il y a une impunité globale, et on peut reprendre ça sur les 40 ans depuis que la politique de la ville existe. Il y a toujours une impunité des forces de police dans le cas de crimes policiers. L'autre volet, c'est le volet culturel. Alors là, ça consistait essentiellement à des interventions d'associations, souvent de bobos, qui viennent prendre des financements, car là il s'agit de milliards d'euros chaque année et qui viennent apporter des initiatives culturelles plutôt folkloriques avec aucune valorisation des cultures d'origine de ces populations des quartiers populaires. Et enfin, le petit dernier, c'est la radicalisation, où encore une fois, ce sont des associations incapables de prendre en charge cette question complexe, parce qu'elle est très compliquée, qui vont aborder la question essentiellement du point de vue religieux, sans prendre en considération toutes les questions sociales qui font qu'à un moment donné, un jeune décide de partir faire le djihad en Syrie. Donc c'est toute l'approche des quartiers populaires qu'il faut revoir. Dans certains quartiers, c'est 45% de chômage, comme à Grigny, notamment la Grande Borne. Et notamment dans ce quartier, j'avais été frappé quand le maire de Grigny avait dit, dans une émission auquel j'avais participé, que à Grigny, 22% d'une classe d'âge arrive à accéder au bac. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc c'est aussi dans certains quartiers, c'est l'absence totale de services publics. Faites le test, vous allez voir, il y a certains quartiers, on n'a même pas une poste, on n'a même pas une crèche. Donc parfois il faut faire plusieurs mètres, même plusieurs kilomètres pour accéder à un service public. Donc pour moi, ça passe essentiellement par l'auto-organisation des habitants, dans l'implication des décisions qui les concernent, notamment sur les rénovations urbaines, sur l'éducation. Et moi je pense que ça passe essentiellement par l'éducation populaire, sur nos luttes, celle de nos parents contre le colonialisme et celle de nos aînés dans les quartiers populaires. Merci beaucoup Youssef pour ces 40 ans de la politique de la ville que tu souhaitais évoquer aujourd'hui. La politique de la ville, ça te parle aussi, non ? C'est clair, bien sûr. Faut savoir qu'à la base, nos luttes, elles ont toujours existé dans nos quartiers. Comme beaucoup de militants anciens le disent, elle a été créée justement pour étouffer notre parole.
Ça faut pas l'oublier. Pourquoi? Parce qu'en finançant sur nos idées, sur la base de nos idées, d'autres associations qui sont pas forcément légitimes dans nos quartiers, et ça depuis des années. Moi, j'ai travaillé dans une maison de l'emploi, mission locale, donc c'est les deux dans une. Moi, j'ai grandi en pensant qu'une mission locale, c'était une structure de l'État. En fait, en fin de compte, non, je me suis rendu compte que c'était une association qui a été financée à 100% par des financements publics, et dans les quartiers politiques dans les financements politiques de la ville. Deuxième chose où il y a un gros hic là-dessus et qu'il faut retravailler, c'est la manière de donner cet argent de politique de la ville. En fait, c'est un financement national qui est donné via les préfets de ville le plus souvent ou dans les préfectures de secteur. Ouais. Mais la municipalité en place et les institutions locales, ils ont le pouvoir de donner ou de faire passer des dossiers pour qu'ils aient ces subventions-là. Donc par exemple, une association qui ouvre dans une ville, elle peut, avec l'aide de la municipalité, avoir les financements quartier politique de la ville. Et le problème, c'est qu'au final, on leur demande pas réellement un bilan, ni un retour de leurs résultats, ni une preuve de leur légitimité à travailler ou à fonctionner dans nos quartiers, ou voir si dans nos quartiers, il n'y avait pas des personnes plus compétentes et plus pertinentes pour les mettre à cette place-là et leur donner l'envie de créer des projets ou des projets avec cet argent-là. C'est toute la légitimité de ce financement-là qui est remis en doute depuis des années. Les missions locales, les maisons de l'emploi, le fait de savoir qu'ils courent après des financements toute l'année pour venir trouver de l'emploi et former nos jeunes dans nos quartiers. Moi, je vois pas trop le résultat. Je vois juste, j'y ai travaillé. Je mets pas tout le monde dans le même sac, mais faudrait vraiment faire une enquête nationale sur toutes ces associations qui sont nées depuis ces financements-là. Oui, parce que c'est des milliards, hein. C'est des milliards, on s'en rend pas compte. Et juste pour une petite précision avec moi, Christophe, c'est que en fait, ça marche par un système d'appel d'offres. En fait, il faut savoir que effectivement, ça passe, notamment en Seine-Saint-Denis, par exemple, il y a un délégué au préfet qui s'occupe que de ça. Un délégué au préfet, qui après a plein de représentants représentants du délégué au préfet dans chaque secteur. Exactement. D'accord. Et par exemple, moi à Montreuil, j'ai été une fois, donc il y avait la réunion pour présenter les appels d'offres. Donc c'est des lots, des appels à projet, mais c'est des appels d'offres en fait. C'est déguisé, en fait, appels à projet, mais en réalité, quand tu te rends compte que c'est des appels d'offres. Ouais. L'État va fixer des thèmes, comme j'ai dit tout à l'heure, des thématiques. Donc par exemple radicalisation, là il y a plein d'argent là. Là, vous êtes une association, d'accord, une association. Vous aimez la thune, vous voulez de l'argent. Vous proposez un projet dans le cadre d'un quartier qui est donc politique de la ville, d'accord. Et vous proposez un truc sur la radicalisation, vous êtes financé. Exactement. Vous êtes financé à fond. Donc en plus de ça, c'est tout un truc un peu malsain de gens qui s'en mettent plein les poches. Et de deux, c'est un des plus gros réseaux de clientélisme. Mais c'est très malsain. Donc on se pose pas la question. Donc comme tout à l'heure je dis 2005, mais quel bilan de Thomas Claudio jusqu'à 2005, quel bilan? Comment se fait-il qu'on a mis des milliards, etc. Et voilà. Et en plus, je tiens à dire qu'attention, hein, souvent l'extrême droite et la droite, elle dit oui, on a mis des milliards dans les quartiers. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Parce qu'il y a des dans les quartiers quand les. Mais sauf que c'est faux. Faut savoir qu'en France, les quartiers coûtent moins cher à l'État que les quartiers riches, etc. Faut le savoir. La question du jour, je vous la rappelle, évidemment, c'est un couple de parents qui a donc nommé leur enfant Djihad. Un procureur est saisi. Est-ce que vous nommeriez votre enfant Djihad? La question vous est posée sur le Twitter LGF officiel ainsi que sur la page Facebook. Et parmi les commentaires que j'ai à vous proposer, Mouloud qui nous dit Djihad n'est pas un prénom maghrébin. À la base, il n'y a personne en Afrique du Nord né avant les années 90 qui porte ce prénom. On trouve les Djihad. Lutte et militantisme, beaucoup en Syrie, Palestine, c'est-à-dire 3 pays en guerre contre Israël au Moyen-Orient. C'est un prénom tellement banal qu'on pense plus dans le sens initial, comme Sabrina qui signifie à l'origine petit sabre ou l'épée. Christophe, je comprends pas bien le commentaire, en tout cas c'est ce commentaire donc de Miloud. Attends, il parle de Christophe, ça m'intéresse. Hop. Donc Christophe, qu'est-ce qu'il dit? Qui signifie celui qui porte le Christ. Voilà, celui qui porte le Christ. Mais dans le contexte européen ou français, avec tout ce prénom évoque, c'est la condamnation qui n'a rien demandé, qui devrait faire avec ce prénom toute sa vie. Bref, voilà. Donc ça, c'est le commentaire de notre. En fait, il expliquait que c'est la condamnation d'un enfant qui n'a rien demandé de toute sa vie pour le reste de sa vie. Donc on peut comprendre aussi, un petit peu. Mais bon, pour moi, je suis pas contre ce prénom. Et puis Farid qui nous dit pour le prénom Djihad, libre à eux, mais c'est vrai que dans le contexte actuel, fait douter sur l'intention des parents. En même temps, si je veux appeler mon fils Oussama, on va me dire non. Voilà. Donc ça, c'est le commentaire de Farid. Vous continuez avec vos commentaires sur la page Facebook France Maghreb 2. À tout de suite, on est de retour.
Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, le LGF avec Hossein Ras et avec Youssef Brakni, nos invités dans un instant. Bien sûr, on va parler de l'affaire Traoré, de l'affaire Adama Traoré. Et au-delà de cette affaire, de plusieurs affaires autour d'une même famille Traoré, on peut parler d'un véritable acharnement pour cette famille. Je vous rappelle la question, donc appeler son enfant en djihad, eh bien c'est un délit visiblement parce qu'un procureur est saisi. Est-ce que vous nommeriez votre enfant ainsi? Eh bien la question vous est posée sur le Facebook France Maghreb 2. Eh bien vous n'hésitez pas à continuer vos commentaires sur la page Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur le Twitter LGF officiel. On va passer, messieurs, avant de recevoir nos invités, Youssef et Hakim. Hossein, pourquoi je t'appelle Hakim? Ouais, y a pas de problème. Bon, ok, vas-y. aujourd'hui. Ok. Vas-y, Jean-Luc. Ok. Le zapping, donc, avec, vous vous souvenez certainement, messieurs, de l'émission au tableau diffusée pendant la présidentielle. Eh bien, pour son deuxième numéro, des enfants seront face à la maire de Paris, Anne Hidalgo, le Premier ministre Édouard Philippe et l'acteur Omar Sy. Ils pourront ainsi passer ces personnalités au crible et leur poser des questions. L'émission produite par Mélissa Torio sera diffusée le 5 novembre prochain sur C8 à 21h. La chaîne vient de dévoiler les premières images avec Édouard Philippe qui évoque notamment les Républicains que je vous propose d'écouter. Noah. Elles sont comment vos relations avec les Républicains? Elles sont variables. C'est-à-dire que j'ai encore heureusement d'ailleurs plein de copains dans le parti Les Républicains, mais j'aime pas ce qu'ils sont en train de devenir. Parce que je trouve qu'ils sont de plus en plus à droite. Vous soutenez qui pour la présidence du parti? Personne. Non mais personne, c'est leur truc quoi. Je vais pas voter, ils veulent me virer. Donc. Et il ne croit pas si bien dire parce que c'est ce soir qu'il devrait être exclu officiellement ainsi que 4 ex-républicains dont le ministre du budget. C'est ce que l'on a appris. Donc l'émission au tableau produite par Mélissa Torio diffusée le 5 novembre prochain. Ça avait fait sensation à l'époque pour Fillon, pour Macron, vous en souvenez? Vous l'avez regardé cette émission quoi? Ouais, j'ai regardé, c'était marrant. Ouais, c'était marrant, des enfants. Mais c'est drôle, Édouard Philippe qui dit que les Républicains deviennent trop à droite quand même. C'est drôle. Ouais, c'est drôle. Parce que franchement, même la droite, quand elle était au pouvoir, les Républicains, ils ont pas fait ce que Macron est en train de faire quoi. Est-ce que vous connaissez, messieurs, Éric Nolot? Bien sûr, c'est Éric, l'ancien de Ruquier. Voilà, et bien justement, Éric Nolot, l'ancien de Ruquier, qui ne tarit pas d'éloges, c'est moins qu'on puisse dire, à l'égard de Christine Angot, la nouvelle chroniqueuse de On n'est pas couché. Je vous propose 2 photos, vous me dites qui vous choisissez. Christine Angot ou Natacha Polony? Vous pouvez mettre qui vous voulez en face de Christine Angot, je prends l'autre. Donc, et comme j'aime beaucoup Natacha Polony, là, c'est nous aussi. C'est vrai qu'elle est Christine Angot, vous qui avez fait l'exercice chez Laurent Ruquier, à chaque fois vous lui mettez des tacs parce que... Je trouve qu'en tant que romancière, c'est la pire imposture des 50 dernières années. Et je pense que comme chroniqueuse, elle manque de la qualité essentielle, même la seule qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut un peu s'intéresser aux autres. C'est-à-dire qu'il faut lever les yeux de son nombril pour s'intéresser aux autres. Donc ça demande un peu de gymnastique, un peu de souplesse, et elle ne l'a pas. Est-ce que vous pensez que Laurent Ruquier va la garder jusqu'au bout? Je pense qu'elle partira avant, elle ne se fera pas virer, mais je pense qu'elle, à force de s'intéresser aux autres, ça va finir par l'user un peu. Ah oui. Ah ouais, elle finira pas la saison. Non, elle va être fatiguée. De découvrir tant de gens dans le monde, elle va avoir un moment de vertige, je pense. Très bien. Voilà, Nolo sur Christine Angot. Il va fort, hein. Il a bien dit. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est inadmissible, cette femme. Et c'est inadmissible que France 2, déjà la salarie d'une certaine manière. La rémunère avec notre argent, quoi. Ce qu'elle a fait contre Corbière par rapport, en fait, elle, c'est une fervente sioniste, quoi. Pro-Valls à fond et tout. Enfin, vous avez vu Valls, il s'est fait humilier sur Twitter par sa sœur? Ouais, sa sœur, elle l'a rembarré, ouais. Ah ouais. Dit, je sais plus ce qu'elle a dit, t'es pas de ma famille, je sais pas quoi. Rien ne va plus pour lui, hein. Ouais. Même à Barcelone, ils en veulent plus, hein. Ouais. Vous vous rendez compte, hein. Vous connaissez évidemment forcément Bernard-Henri Lévy. Ouais. Eh bien, Bernard-Henri Lévy n'aime pas qu'on traite les hommes de porc, en référence évidemment avec le hashtag son porc. Ouais. En fin du mois, quand ça l'arrange, écoutez plutôt. C'est bien qu'on commence à considérer que le harcèlement est un délit et que c'est un délit grave et que les femmes n'en peuvent plus. Ça, c'est bien. Ce que j'aime pas, c'est quand on traite un homme de porc. Ça, j'aime pas ça. Cette bande de petits mâles et de porcs qui défilent pour faire des communiqués de presse pour dire qu'ils ne sont pas le père de l'enfant de Rachida Dati, c'est absolument immonde. Ce que j'aime pas, c'est quand on traite un homme de porc. Pas mal, hein? Ouais, bien. Pas mal. Bravo, bien joué, bravo. Bah oui. C'est toi qui l'as fait, Christophe? Non, c'est pas moi. Ah, d'accord, j'allais applaudir, hein. C'est nos amis de France Télévisions qui ont mis ça, et très bien pour eux. Voilà. Bah, on a réussi. Vous savez, il faut faire attention à ce qu'on dit, hein, quand on est un homme public. Bah oui. Enfin, public, c'est un grand mot.
Maintenant, on va enchaîner avec dans le nord de la France et on va partir à Calais il y a un an exactement, le 24 octobre 2016, démantèlement par les forces de l'ordre de ce qu'on appelait la jungle de Calais. Mais la situation ne s'est pas forcément arrangée, c'est le moins qu'on puisse dire, pour les milliers de réfugiés. Un rapport officiel commandé par le gouvernement français estime plausible certains abus de la police. Écoutez à ce sujet le ministre de l'Intérieur. Dans les forces de sécurité de la France, il n'existe pas d'usage de gaz poivre. Il peut y avoir quelques dérapages individuels. Quelques dérapages individuels de la part de Gérard Collomb. Nous, enfin aussi, toi-même tu sais, on connaît plein de militants et tout qui se mobilisent sur la question des réfugiés, notamment qui ont été le jour où ils ont tenté, enfin pas le jour, parce que ça a duré plusieurs jours, de démanteler la jungle de Calais entre guillemets. Non seulement gaz poivre, mais en plus de ça, les policiers s'amusent à confisquer les chaussures des migrants exprès. D'accord, pour qu'ils se retrouvent pieds nus dans le froid, etc. Des humiliations tout le temps, on leur arrache leur tente, etc. Donc non, c'est pas des dérapages, tout le monde le sait, c'est du harcèlement. Ouais. Et ça l'était déjà à l'époque, ouais, exactement. Et nous, on a vu de nos propres yeux, et comme y compris les derniers jours où il y avait des journalistes indépendants qui étaient sur place, des amis à nous, et qui ont tout filmé. Et oui, effectivement, nous, on a vu de nos propres yeux tout ce qui se passait là-bas, et c'est invivable. On va partir maintenant en Algérie pour parler d'une affaire qui est dévoilée par une ONG, l'ONG de défense de la liberté de la presse, Reporters sans frontières, demande la libération sans délai de Saïd Chitour. Saïd Chitour est ce qu'on appelle un fixeur. Il collabore avec plusieurs médias internationaux comme la BBC ou le Washington Post. Algérien, il est accusé d'avoir remis des documents confidentiels à des diplomates étrangers. Il a été arrêté le 5 juin dernier par les services de renseignement algériens. Depuis, Saïd Chitour est détenu dans la prison d'Al-Haq à Alger. Et puis donc la directrice du bureau Afrique du Nord de Reporters sans frontières, Yasmine Kacha, dénonce une détention injustifiée. Elle s'inquiète de l'état de santé du fixeur. L'état de santé de Saïd est alarmant. Saïd est diabétique. Il a perdu presque 20 kilos depuis le début de sa détention, donc depuis juin 2017. Sa famille ne le reconnaît plus quand elle va le voir. Et dire sa situation extrêmement difficile et des conditions de détention très dures que vit Saïd. L'Algérie est 134e au classement mondial de la liberté de la presse sur 181 pays. On est donc dans un pays où il est extrêmement difficile d'informer librement. Saïd a fait son travail d'information. Il est accusé de faits extrêmement graves. Il risque la prison à perpétuité, il faut le rappeler. On n'a pas la date de procès de Saïd Chitour. Ça montre à quel point la situation aujourd'hui en Algérie de la liberté de la presse est extrêmement fragile. Voilà pour la situation de Yasmine Kacha, donc qui dénonce de Reporters sans frontières, qui dénonce donc le cas de Saïd Chitour, donc emprisonné depuis le 5 juin dernier en Algérie. Vous avez entendu parler de cette affaire, Youssef ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors. Je suis prêt. Mais de toute façon, il y a beaucoup de journalistes amis à moi d'autres médias qui m'expliquent à chaque fois qu'ils doivent aller en Algérie. Ils préfèrent passer par un autre visa que celui de professionnel, parce que lorsqu'on sait qu'ils sont journalistes, c'est plus difficile pour eux d'y aller, ou c'est plus galère, ça prend plus de temps. Donc ils demandent soit un certificat d'hébergement sur place pour aller voir des amis, ou un visa touristique qui est plus facile à avoir. La liberté de la presse, Youssef, en Algérie ? Bah, elle est quasi inexistante. Elle est quasi inexistante, ça c'est clair, mais comme tous les pays... Donc c'est à dénoncer, comme le fait Reporters sans frontières, on demande la libération de Saïd moi je pense que c'est clair, un journaliste, de toute façon, moi je pense que si le régime n'a rien à cacher, ils doivent laisser la presse libre, comme d'ailleurs en France. Ouais. On va terminer sur une note un peu plus sympathique, on va dire. Avant le Ballon d'Or décerné début décembre, la FIFA remettait hier ses prises de best, donc pour distinguer les plus grands acteurs du football. Et c'est encore le Portugais Cristiano Ronaldo qui a remporté le titre, vous le savez, de meilleur joueur devant Messi et Neymar. Un Français a également été distingué. Il s'agit d'un homme que l'on ne présente plus. Zinedine Zidane a reçu le prix du meilleur entraîneur de l'année. Voici sa réaction. Avant tout, ce trophée, vraiment, c'est un truc de fou.
parce que ça veut dire plein de choses. En fait, c'est un honneur parce que d'être ici devant tout le monde, devant tous les joueurs, c'est vraiment un truc particulier. J'aurais jamais cru un jour que j'allais avoir un truc aussi beau, aussi important. Donc je remercie un peu l'ensemble du football, tous les entraîneurs bien sûr, mais surtout les joueurs. Enfin tous les joueurs parce que c'est grâce à eux qu'il y a du spectacle sur le terrain. Zinedine Zidane, donc meilleur entraîneur. Mais je sais pas si t'as vu, il y a une polémique parce que ils ont tous, je sais pas si t'as vu sur iTélé, BFM, etc. Dans les bandeaux en dessous là, tu sais, qui font d'informations. Il y a marqué donc le Portugais Cristiano Ronaldo, le Français Giroud, parce que Giroud il a reçu un prix aussi, je crois. Mais par contre, l'entraîneur du Real de Madrid, Zinedine Zidane. Ils n'ont pas mis le français. Il y a des captures d'écran qui tombent partout. Il est plus français. Non, bah non, ils arrivent pas avec Zidane. Hein. Zidane, Benzema, c'est dur. Oui, surtout Benzema. Hein, mais Zidane. Mais Zidane aussi, ils ont du mal. Hein. Il a été français quand même. Zidane, à l'époque. il a été français quand il a mis 2 coups de tête. Puis quand il a mis son 3e tête. Exactement. Là, il était redevenu arabe. Là, il était redevenu voilà. Mais en même temps, faut dire que le geste, c'est vraiment un geste, venu du fin fond de l'Algérie. Mais par contre, là, je trouve ça inadmissible. Il a tout gagné ce mec. Tu vois, Zidane. C'est juste extraordinaire. Il a fait un sans faute à tous les niveaux d'un point de vue dans le championnat national, au niveau européen, etc. Et on a toujours du mal à le mettre à sa juste valeur en France, quoi. Bonne remarque, tiens, j'avais pas fait attention à ça. Voilà, prochaine émission. On va en parler, évidemment. Alors, mon cher Youssef, on va accueillir nos invités qui sont avec nous aujourd'hui, que je te laisse nous présenter. Tout à fait, alors il y a Youssouf Traoré, qui est ici. Bonjour Youssouf. Bonjour. Bienvenue à toi. Merci. Parle bien dans le truc. Youssouf, parle bien dans le truc, comme dit Youssef. Et ainsi que Mohamed. Mohamed qui est là aussi, qui l'accompagne, qui habite à Beaumont aussi. Bonjour. Mohamed, vous êtes l'ami, un des meilleurs amis de Adama Traoré. Exactement, c'est ça. Ouais. Alors, on peut parler vraiment d'une famille qui vit un acharnement sans faille depuis la mort de Adama Traoré. Youssef, je pense que tu as suivi cette affaire de très près puisque tu fais partie de ce collectif Vérité pour Adama. Oui. Je te laisse un petit peu nous présenter un petit peu ce tableau qui peut être assez noir d'ailleurs pour le coup. Du coup, moi je pense qu'il y a une seule phrase qui résume assez bien ce qui s'est passé autour de l'affaire, ce qu'on appelle l'affaire Adama Traoré, c'est-à-dire il y a eu cette famille Traoré a vécu 1 mort et 3 prisonniers. Donc Youssouf qui est ici a fait partie de ces prisonniers, il a été libéré après, mais il faut savoir qu'il y a encore toujours 2 frères en prison, c'est-à-dire Bagui Traoré, Yacouba Traoré, donc du coup Bagui Traoré à chaque fois, donc il rentre en prison, il est rentré par la première fois en prison, Youssouf il va y revenir pour une histoire d'outrage et rébellion. Donc en France, en 2017, on va en prison pour outrage et rébellion, faut le savoir. Et une lourde peine de prison, dont des interdictions de territoire, je sais plus combien de temps d'interdiction de territoire de Beaumont-sur-Oise quand même, donc vraiment un danger public. Mais on s'est dit qu'ils allaient s'arrêter là, mais non, en fait, ils rajoutent à chaque fois une nouvelle affaire en fait. C'est vraiment bien huilé, c'est bien ordonné. Et donc là, la nouvelle affaire qui tombe sur Bagui Traoré, c'est une soi-disant tentative d'assassinat sur les gendarmes. D'accord ? Donc complètement dingue, donc un truc pareil, ficelé de toutes pièces, etc. Nous, évidemment, Bagui est innocent, ça on l'affirme, avec des faux témoignages, etc. Vous allez y revenir dans le détail. Et Yacouba maintenant, nouvelle affaire, pareil. Yacouba qu'on rajoute, c'est que soi-disant il a tenté de faire une intrusion dans la gendarmerie, dans une caserne militaire. Alors faut savoir c'est de quoi il s'agit. Il faut savoir que c'est le 19 juillet au soir quand la famille Traoré cherchait Adama, puisque les gendarmes jusqu'au bout du bout ont menti. Ils ont dit qu'il allait bien, que tout va bien, etc. Il a juste fait un petit malaise, mais tout va bien. Or, il était mort depuis 19h06. En tout cas, sa mort a été déclarée à 19h06. Vous vous rendez compte ? Là, Yacouba vient le soir avec sa mère et d'autres membres de sa famille pour demander où est Adama. À un moment donné, il est exaspéré et donc il met le pied pour bloquer la porte de la gendarmerie. Vous voyez ? Pour savoir où est son frère. D'accord, parce qu'ils avaient une mauvaise intuition. Et donc pour ce petit malheureux pied, il est condamné pour une tentative d'intrusion dans une caserne militaire. C'est quand même hallucinant. Et donc voilà, à chaque fois il y a une nouvelle chose qui se rajoute. Assa Traoré, où il y a une plainte est déposée contre elle pour diffamation, et ainsi de suite. Et ça s'arrête pas. Youssouf, c'était quoi ce qui vous étiez reproché ? Moi, ce qui me reprochait, c'est outrage. Et pour mon frère, outrage et rébellion. Sous aucune preuve, ils nous ont accusés. Il y a eu c'était le conseil municipal de Beaumont, et comme tout citoyen de Beaumont, on a tous le droit d'y assister. Et dès qu'on est arrivé devant la mairie pour le conseil, tout de suite déjà on a vu une 50aine de gendarmes armés. Nous on a rien compris, on s'est dit mais attends, c'est un conseil municipal, c'est pas normal qu'il y ait autant de gendarmes. Et nous on est parti aussi déjà de 1 pour se faire entendre par Nathalie Groux, madame le maire de Beaumont, puisqu'elle a menacé de porter plainte contre ma sœur Assa Traoré pour diffamation. Voilà, c'est la fameuse affaire. Et
Et de plus, à la demande aux habitants de payer une certaine somme à peu près de, je sais plus trop. 10 000 euros. De 10 000 euros, voilà. Pour pouvoir attaquer Assa Traoré en justice. Voilà. Ah oui? Oui. En fait, elle a demandé aux habitants de Beaumont, donc à Youssouf, à Mohamed, aux amis d'Adama, à la famille d'Adama Traoré, de payer, du coup, grâce, avec les impôts, le financement, des avocats pour pouvoir attaquer Assa Traoré en diffamation. Elle l'a obtenu? Justement, non, parce qu'il y a eu une mobilisation, donc, c'est ce qu'il est décrit là, Youssouf. Mais Youssouf, vous avez fait, donc, de la prison pour outrage? J'ai fait de la prison pour outrage. Combien de temps? J'ai fait, on va dire, à peu près un mois. Un mois de prison? Un mois. Dans les conditions de prison? Les conditions de prison, moi déjà je connaissais pas la prison, et dès que je suis arrivé là-bas, c'était pas pour moi, j'avais un boulot, voilà. Et c'est vrai que dès qu'on arrive en prison, c'est vrai qu'il y a des personnes, il y a pas mal de prisonniers qui étaient au courant qu'on allait arriver, donc ça va, on a été bien reçus parce que ils ont entendu qu'il y a même du soutien en prison. Une solidarité, une certaine solidarité, et que voilà, ça va, je dirais pas qu'on était bien là-bas, mais ça va, les gens étaient assez solidaires. Bien traités, ouais. Voilà. Et vous étiez avec vos frères? J'étais avec mon frère Bagui, qui lui est toujours en prison. Qui est actuellement encore en prison. Et j'ai envie de vous poser la question, pardonnez-moi, mais depuis ces différents épisodes dramatiques que vit votre famille depuis donc le mois de juillet 2016, comment va votre maman? Comment dire, c'est encore difficile. On n'a pas encore exactement fait le deuil. Elle a perdu un fils, elle en avait 3 en prison. 3, voilà, elle a perdu un frère, c'est un fils, et aujourd'hui c'est dur à remonter encore tout ça. C'est vrai que on essaie de lui remonter le moral tous les jours, mais voilà, ça oublie pas, c'est une maman, c'est son fils. Dans quel état d'esprit vous êtes, Youssouf, aujourd'hui? Est-ce que vous êtes revanchard? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est extrêmement en colère, mais une colère maîtrisée? Est-ce que vous avez envie de continuer le combat de manière pacifique? Est-ce qu'il n'est pas passé dans votre tête parfois un moyen d'en découdre? La meilleure des solutions au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de la colère, mais aujourd'hui on est là pour se battre, pour avoir la justice pour Adama, et c'est vrai que tous les jours on y pense, mais bon, on préfère rester droit qu'ils disent pas que la famille Traoré, on est là, qu'on casse tout, etc. Au contraire, nous on est là pour faire appel au calme, et que au jour d'aujourd'hui, que ça prenne 10 ans ou plus ou moins, on va se battre pour le combat. Alors Youssef, tu voulais nous raconter une histoire un peu particulière avec Mohamed? Oui, alors il se trouve que Mohamed, en fait je le connaissais d'avant, et ça montre en fait à travers l'histoire de Mohamed que en réalité il y a vraiment un problème dans ce pays avec les habitants des quartiers populaires. Donc c'était en 2014. Vous vous rappelez, à l'époque il y avait Israël qui massacrait la bande de Gaza, en prison à ciel ouvert de Gaza. 600 morts dont 600 enfants. Ouais. Exactement. Et donc Mohamed, comme d'autres, comme moi, on est parti manifester notre soutien, notre solidarité avec le peuple palestinien pour dénoncer ces massacres. Et il se trouve que Mohamed va se faire arrêter. Va se faire violenter, vraiment massacrer même. Et donc tu reviendras après, Mohamed. Il va se faire du coup dans le cadre de ces manifestations. Il y aura vraiment, il va passer directement en comparution immédiate, emprisonné directement. Et moi j'ai assisté aux différentes audiences, et quand on entendait la justification, donc on disait parce qu'il avait un kéfier, donc il avait pas apporté le kéfier, etc. Il avait même pas le droit de définir le contrôle de police comme étant violent, parce que carrément c'est la juge qui lui dit ça, c'est pas à vous de définir si c'est violent ou pas. Bref, il se faisait rembarrer, donc on voulait s'en faire même plusieurs dans le cadre de ces manifestations. Et donc voilà, il se trouve qu'à l'époque j'avais monté un comité de soutien, etc. pour lui venir en aide financièrement, juridiquement, etc. Et il se trouve que donc en 2016, voilà, bon, il n'y a pas de hasard, nous, voilà, c'est le Mektoum, on est croyants. Je me rends à Beaumont-sur-Oise, que je vois sur BFM ce qui se passe à Beaumont. Immédiatement, on s'appelle entre militants, etc. Donc je débarque à Beaumont en plein été, et donc on vient aider la famille Traoré. Un comité va se constituer, et je vois du coup Mohamed. Et en fait, il se trouve qu'il m'a dit que je lui dis t'habites là, etc. Et c'est vrai que j'avais oublié à l'époque. Et effectivement, c'était un des meilleurs amis de Adama Traoré. Et en fait, on voit que tout est lié. En fait, que voilà, notre destin, voilà, c'est ça, c'est la prison, c'est la répression, c'est les contrôles d'identité abusifs, etc. Mohamed, parlez-nous d'Adama, votre meilleur ami. C'était quelqu'un, franchement, je le disais de son vivant, c'était un mec en or. C'était un mec qui, vraiment, c'était quelqu'un. On dit toujours ça d'un mort, mais franchement, c'est même de son vivant, je lui disais, gros, tu mérites une statue en or tellement t'es quelqu'un de profond, quoi. Vous entendez la police là qui arrive là?
Bon, voilà. Non, c'est bon, ils font que passer. Ouais. Oui, pardon, Mohamed. Donc ouais, c'était quelqu'un d'honnête, de sincère, c'était un grand homme, j'ai envie de dire. Vous l'avez connu, donc vous étiez un de ses meilleurs amis. Ouais. Le choc, évidemment, ce fameux jour où vous apprenez que Adama est mort. Et les circonstances de sa mort. Sur le coup, j'étais pas prêt. Je revenais du boulot, j'étais avec lui juste avant de partir au boulot. On devait se voir pour son anniversaire, parce que c'était son anniversaire. Son anniversaire, oui. On devait se voir. Pour vous dire, le destin, je me suis disputé avec un gars ce jour-là. Et c'est lui qui s'est interposé, qui m'a dit, bon, ça sert à rien d'en venir d'aller plus loin, en gros, d'aller utiliser les mains ou autre. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ouais. C'est lui qui a fait le médiateur encore ce jour-là. Je l'ai quitté dans l'intention de le revoir le soir. Et voilà, en venant du boulot, il y a mon petit frère qui m'appelle sur le fixe, qui est chose assez rare. C'est très très rare, quoi. C'est vraiment quelque chose de très très rare. Et qui me dit, c'est passé un truc de fou. Adama, il est mort. Et dans ma tête, bon, Adama, il y en a plusieurs. C'est-à-dire, dans ma tête, Adama qui, en fait, c'est le dernier Adama que je m'attendais, en fait. C'était vraiment le dernier. C'est un truc de ouf. Et après, vous avez eu cette colère qui est montée petit à petit. Ouais. On est parti au commissariat, on a vu sa mère qui criait. C'était n'importe quoi, quand on y repense, c'était dur. C'était une période éprouvante. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, ouais. Quand vous repensez à Adama, à ce jour-là? Franchement, quand c'est tous les jours, c'est un truc de tous les jours, on y pense tous les jours, il n'y a pas un jour, même des fois je me surprends, je me pose la question, est-ce qu'il y a un jour depuis son décès où t'as pas pensé à lui, quoi? Est-ce qu'il y a un instant, moi personnellement c'était ma routine Adama, c'était mon quotidien, c'est-à-dire que je le voyais le matin avant de partir au travail, je le voyais le soir après le travail. C'est-à-dire ça a impacté quelque chose, c'est ma routine de tous les jours qui a été impactée. Donc ouais, c'est compliqué. Ouais. On va parler de cette mobilisation parce que heureusement qu'elle est là, elle est bien présente. Il y a eu beaucoup de manifestations, plusieurs sortes de mobilisations. Youssef, tu nous en parleras dans un instant. Je te poserai la question, qu'est-ce qu'il y a eu comme avancée concrète depuis ce fameux juillet 2016 pour la vérité, pour Adama, parce que c'est tout ce que la famille demande, la vérité et la libération aussi des deux frères. Est-ce que ces deux frères aujourd'hui sont des prisonniers je cherche le terme, Youssef. Politique, voilà. Nous, on dit que c'est des prisonniers politiques. D'ailleurs, on va bientôt faire une initiative là autour de Bagui en novembre pour les 1 an, malheureusement, de son emprisonnement, parce que ça va faire 1 an qu'il est emprisonné quand même. Voilà, je tiens quand même à dire qu'il a perdu son frère, mais bon, voilà, en France, c'est comme ça. Le frère va en prison, les gendarmes sont en liberté. Et ils peuvent continuer tranquillement à vivre leur vie, à voir leurs enfants, à voir leurs femmes. Alors, on va revenir justement sur cette affaire, sur la version officielle, j'allais dire, qui circule, et la version, la vôtre, en l'occurrence. Dans un instant, ne bougez pas, c'est le Grand Forum sur France Maghreb 2. LGF, le Grand Forum avec Youssef Brakni au Sinra, c'est nos invités aujourd'hui. Donc Youssouf Traoré, frère de Adama Traoré, qui vous l'avez compris, donc a connu la case de lui, prison aussi pour outrage. Une famille qui vit un véritable acharnement. Donc depuis ce fameux jour de ce mois de juillet 2016, il y avait eu d'ailleurs des émeutes à Beaumont-sur-Oise, je crois à l'époque, Youssef. Oui. Oui, il y a eu, moi j'appelle ça une révolte. Une révolte, ouais. Il y a eu une révolte, voilà. Et en plus c'était visible, entre guillemets, il y a eu un bon instinct en fait, parce qu'il sentait quelque chose qui clochait. Parce qu'il faut savoir que quand même le procureur de la République de Pontoise a menti. Il a dit que Adama est mort de drogue, d'alcool, d'overdose, etc. Et d'une infection très. On rappelle d'ailleurs les faits. Alors donc il était apparemment tranquillement en train de faire ce qu'il a à faire. Je crois qu'il était en vélo. Il était en ville. En ville. À pied. À pied avec son frère. Non, en vélo avec son frère. En vélo avec son frère, voilà, c'est ça. Il a été interpellé par la gendarmerie. En fait, ils ont interpellé son frère, ils étaient pas côte à côte, ils étaient un petit peu plus loin, et lui, en fait, c'était son anniversaire, on sait très bien comment ça se passe, c'était des contrôles d'identité, t'as pas tes papiers, 4 heures de garde à vue au poste pour vérifier, etc., etc. Donc, et en plus, la coïncidence, c'est que le matin, la mairie avait appelé sa mère à son domicile pour lui expliquer comme quoi il pouvait venir récupérer sa pièce d'identité. D'accord. Donc, ça justifiait le fait qu'il avait pas ses papiers, en fait. Oui, d'accord. En plus, vous voyez, donc la mairie est au courant. Et donc, au cours de cette interpellation, qu'est-ce que l'on a comme élément aujourd'hui concret? Qu'est-ce qui s'est passé, Youssef? Il a pris la fuite. Enfin, il a pris la fuite. C'est un grand mot. En fait, il a évité le contrôle.
si on peut dire ça. Oui, voilà. En fait, il a évité le contrôle. Les gendarmes sont jetés à sa poursuite. Ouais. Quand même voulu le contrôler, quoi. Voilà, ils y tenaient visiblement. Bon, après on sait comment ça se passe. Lui, c'était le jour de son anniversaire, donc c'est simple. À un moment donné, il s'est dit, de toute façon, pas de papier, ça veut dire le poste de police, ça veut dire des tartes, ça veut dire des humiliations, garde à vue. Et sachant que la gendarmerie de Beaumont, la gendarmerie, en fait, elle est nouvelle chez nous. Ils sont beaucoup en mode répression, en fait. C'est que les gendarmes chez nous, déjà de base, ils étaient déjà beaucoup dans la répression. Tu pouvais te retrouver en garde à vue parce que ton t-shirt, tu l'achetais avec en cours. C'était pas un vrai, quoi. Ouais. Donc en fait, il a échappé à ce contrôle de gendarmerie en se disant ça va se terminer au poste pendant 4 heures, etc. C'est le jour de mon anniversaire. Vas-y, j'essaye de nachaf, quoi. Ouais, c'est exact. mieux, ça. Ouais. Et donc finalement il va être poursuivi, il va être battu une première fois, il va réussir à s'échapper, à se réfugier dans un appartement. Je le fais vite là. Se réfugier dans un appartement. Dans cet appartement, finalement, ils vont réussir à l'interpeller. Et donc selon les gendarmes, ça je parle de ce que les gendarmes ont écrit dans leur déposition, il serait mis à 3 sur lui. Il serait du coup ils auraient fait pression sur lui, donc lui il était allongé face contre terre. Et du coup, ils auraient pris le poids de ces 3 gendarmes cumulés sur lui. Mais attention, pas que donc 3 militaires. Il faut savoir qu'ils ont leur gilet pare-balles, ils ont leur arme de guerre. Bref, ils sont ultra équipés. Donc il a pris un poids considérable sur lui, d'accord. Donc il dit, et ça c'est les gendarmes qui le disent, je n'arrive pas à respirer. Donc ça renvoie d'ailleurs à certaines affaires aux États-Unis où on voit des vidéos impressionnantes, on voit des hommes noirs qui disent j'arrive pas à respirer, qui finalement meurent. Ouais. Et donc après il va être emmené. Il dit qu'il se sent pas bien, il s'évanouit, etc. Il va uriner dans la voiture de police. Au lieu de l'emmener à l'hôpital qui est juste à côté, ils sont face à un choix. Ils préfèrent l'emmener dans la cour de la gendarmerie. Du coup, il va être allongé là. Il faisait très chaud ce jour-là, très très chaud. Je sais pas si vous vous souvenez, il faisait chaud. Il va être mis comme ça dans la cour de la gendarmerie, plein cagnard, plein soleil. Les pompiers, vont enfin être appelés. Donc ça, il y a les écoutes des pompiers et du SAMU ont été fuitées. Donc du coup, c'est disponible dans la presse. C'est accablant pour les gendarmes. Donc il y a même non assistance à personne en danger. Et donc parce qu'ils ont pas voulu laisser rentrer les pompiers, apparemment. C'est-à-dire que les pompiers, c'est eux-mêmes, c'est le pompier qui est obligé de descendre pour ouvrir la barrière quand même. Donc quand ils arrivent, donc les pompiers disent qu'il est pas en PLS, en position latérale de sécurité. Il est toujours menotté. Le pompier doit lui demander à 2 ou 3 fois aux gendarmes de lui retirer ses menottes de façon à pouvoir le mettre en PLS. Voilà. Chose qui n'avait pas été faite avant. Les gendarmes, et au contraire, les gendarmes disent même qu'il fait semblant. Non, mais il fait semblant, etc. Il simule, quoi. Oui, il simule, alors que est-ce qu'au moment peut-être qu'il était déjà mort en fait. Il était mort ou pas? On sait pas. Justement, ça c'est toute l'enquête et c'est tout le truc, mais on sait pas, peut-être qu'il était mort avant. Ils sont inhumains en fait, c'est complètement inhumain. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas qu'il intervienne pour sauver Adama Traoré. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que aussi Bagui voit tout ça, enfin en tout cas est témoin de certaines scènes à ce moment-là. Ouais. D'accord. Donc c'est le dernier à l'avoir vu vivant, c'est le dernier à l'avoir vu mort. Donc là on comprend du coup Bagui Traoré c'est le témoin principal de la mort de son propre frère. D'où son passage en prison. Voilà, on comprend le passage en prison. Puis il y a plein de petits trucs qui montrent qu'ils veulent vraiment le détruire psychologiquement. Par exemple, à chaque fois qu'il est emmené pour être interrogé, ils le remettent dans la même cellule exacte où il a appris la mort d'Adama. Vous voyez, ça c'est psychologique. Il faut savoir qu'on a affaire à des militaires là qui ont été formés, etc. Ils savent comment détruire psychologiquement quelqu'un. C'est des méthodes bien huilées, etc. Qui sont enseignées et ils savent comment atteindre quelqu'un pour le tuer et pour qu'il ne puisse être debout et témoigner dans ce qui s'est passé par rapport à son frère. Et donc là, vraiment, c'est hors norme en fait. Cette affaire, elle est hors norme. Donc voilà, heureusement qu'il y a eu ce comité qui s'est vite mis en place, la famille Traoré qui a une solidarité, qui est une famille exceptionnelle, faut le dire, qui est ultra soudée, qui fait bloc, et c'est ce qui fait en partie la réussite politique de ce comité. Et donc du coup, ils ont tenu bien face au mensonge du procureur de la République, qui a dit qu'il était mort d'infection, de drogue, etc. Et ils ont eu raison, puisque contre-autopsie, et effectivement, c'est passé aujourd'hui dans la presse, Adama Traoré est mort suite à une asphyxie. Et non pas suite à une infection, suite à de la drogue, etc., etc. Donc voilà, c'est important. Voilà, quand le quartier connaît Adama, ils savent très bien, comme dit souvent la maman de Adama, il venait de sortir du Ramadan. Ça c'est pas rien pour nous. Ça c'est important pour nous dans notre culture, etc. La veille, on venait de faire un foot avec les Ultras de Paris. Oui, voilà, c'était un grand amateur de foot, très grand sportif. Adama, tout le monde dit que c'était un très grand sportif. Donc voilà, on se retrouve avec des mensonges énormes. Il faut savoir que le procureur de la République de Pontoise va être dessaisi de l'affaire. L'affaire va être dépaysée au tribunal de grande instance de Paris. Ça aussi, ça nous donne un autre élément de pourquoi de l'acharnement sur Youssouf ici, sur Bagui, sur Yacouba, puisqu'en fait, c'est Pontoise qui juge du coup les autres frères derrière. Ouais. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, il y a une tentative et une volonté de vengeance aussi. De vouloir venger le fait que voilà, on a un procureur de la République qui a été désavoué. Là, on parle de la République quand même. C'est pas rien. On parle pas de la Russie, on parle pas de la Syrie avec Assad. Voilà, on en parlait par rapport à tout à l'heure, vous vous en souvenez. Là, dans la République française, on a un procureur qui ment. Ouvertement, alors qu'il a l'élément de l'autopsie. Quelles sont les avancées concrètes, tu sais, aujourd'hui?
Les avancées concrètes, aujourd'hui on Donc attend. là, on a appris que effectivement il était bien mort d'asphyxie. Ça Oui. c'est la presse, grâce au travail de la presse. J'allais dire. Grâce au travail, oui, surtout du comité de l'avocat. Oui, bien sûr. Oui. Et du coup, ça a été. Non, mais relayé par la presse. Ouais, relayé Très par bien. la presse, ouais. Et concrètement aujourd'hui, est-ce qu'il y a des poursuites contre un ou plusieurs gendarmes ou pas du tout? C'est toute voilà, là, on attend, là, justement, on est dans l'attente, c'est-à-dire que faut savoir que ces gendarmes sont toujours, ne sont pas inquiétés pour le moment. Ils travaillent toujours à Beaumont? Non, ils travaillent plus à Beaumont, Youssouf. Ils ont été mutés. Ils ont été mutés. Ouais, ils ont été mutés, je sais pas où, mais en tout cas, je sais qu'ils travaillent plus. Si on mute un gendarme, c'est qu'il a forcément des choses à se reprocher. Enfin, Ouais, après ils peuvent aussi dire que c'est une question de tranquillité. Après c'est quand même ceux qui ont tué Adama. Enfin, je veux dire, ils restent dans la ville. Genre c'est un peu chaud pour eux quand même. Donc voilà, ils les ont déplacés visiblement, ils les ont mutés comme à chaque fois. Toutes les affaires quand il y a un meurtre, quand il y a un crime policier, à chaque fois les policiers sont mutés. Amin Bentounsi, il a été muté carrément dans la ville où il voulait être muté. Faut le savoir, à Grenoble. Il a été muté dans la ville où il voulait être muté. Donc il tue quelqu'un et il est muté. Donc il a été condamné lui pour le coup, mais à du sursis. Mais voilà, là il se trouve que ces gendarmes ne sont toujours pas inquiétés. Ils ont toujours pas été interrogés par les 3 juges qui ont été nommés à Paris. Toujours pas. Donc on connaît pas leur statut. On connaît pas leur statut, c'est-à-dire à savoir. Juges. On sait pas. Pour le moment, ils ont entendu la famille Traoré. Youssouf, toi, tu y étais. Ils vous ont reçu. Donc, normalement, ils doivent recevoir les pompiers, le SAMU et les gendarmes. Et donc, la question des gendarmes, elle est épineuse, la question de recevoir les gendarmes. Parce que, en fait, à partir du moment où les juges d'instruction, vont recevoir les gendarmes, il faut qu'ils leur donnent un statut. Et donc, à savoir, est-ce qu'ils sont mis en examen? D'accord? Nous, c'est ce qu'on veut, la mise en examen, ou témoin assisté. Très bien. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, messieurs, que vous guettez un petit peu ce qui se passe dans les autres quartiers. Je vous propose d'aller à Grigny, peut-être quelqu'un que vous connaissez d'ailleurs, Boubacar, qui est le président de l'association Zonzon 91. Boubacar, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va et vous? Ça va, tout va bien. Alors, pourquoi Grigny? Parce que Grigny est revenu un petit peu à l'affiche ces dernières semaines, ces derniers jours, avec la mort de 2 frères et une tension perceptible dans les quartiers. Que s'est-il passé, Boubacar? Concrètement, on va dire que c'est un conflit entre 3 personnes. Donc voilà, le conflit. Enfin, l'issue de ce conflit, c'est qu'il y a, la personne qui a été, l'une des personnes a tué les 2 autres personnes, c'est-à-dire balle dans la tête et l'autre balle dans la tête et dans le cou. Donc ce qui a créé des tensions, ce qui a troublé tout le monde, quoi. Ouais, tout le monde est troublé à Grigny par cette affaire, parce que concrètement les 2 jeunes qui ont été tués, c'est des jeunes qui étaient assez joviales et qui respiraient la joie de vivre. Après, 2 personnellement, frères. 2 frères. Voilà, 2 frères, c'est ça, 2 frères. Et moi personnellement, je les connais. Enfin, les 3 protagonistes, je les connais. Les 2 tués plus celui qui a tué aussi. Donc voilà, c'est très triste ce qui s'est passé. Bon, après, on peut trouver toujours des raisons. Les raisons, elles sont simples. À Grigny, la ville la plus pauvre de France, voilà, les services publics ont un petit peu beaucoup déserté, et ça emmène la pauvreté qui va avec et toutes les conséquences de la pauvreté, quoi. Boubacar, est-ce qu'il y a une tension assez perceptible depuis la mort de ces 2 frères? Il y a, il y a une espèce de, les gens sont plus en peine. Il y a beaucoup plus de peine que de tension maintenant, mais c'est vrai qu'aux premiers instants, il y avait pas mal de tension. Parce que, vous savez comment ça se passe dans les quartiers. Lorsqu'il y a des faits comme ça, les gens préfèrent régler leurs histoires eux-mêmes. Donc, il y a pas mal de gens du quartier qui s'en sont pris à la personne qui a tué. Et voilà, c'est parti dans un espèce de bain de violence, tout ça. Bon, après, la police, après avoir regardé de loin, a décidé d'intervenir. Donc, elle a réussi à isoler le jeune. Mais là, c'est plus la peine qui fait place aux tensions, quoi. Mais les gens sont... Mais il est pas en prison? Enfin, il est pas... non. Là, je pense qu'il est en mandat de dépôt. À cette heure-ci. Oui, donc il a été arrêté, comme. Il a été arrêté. Il s'est fait arrêter, la police a failli être lynché, en fait. Il a failli être lynché par la population. Ah ouais, c'est ça, mais je dirais même qu'il a été lynché, même, tu vois. Ouais. Il y a la population qui l'a tapé, voilà, les gens, en fait, ils étaient hors d'eux, ils étaient plus eux-mêmes. Et voilà, en fait, le petit, lorsqu'il a tué les 2 personnes, il est parti boire un café tranquille, donc il y a un problème. Chaud. Ouais. Mais ils ont quel âge? Les 2 qui ont été tués avaient 26 et 29 ans. 26-29 ans. Et le jeune qui a tué, il a 22 ans. Ouais. 22 ouais. Donc des vies gâchées.
Des vies gâchées pour tous les trois. Voilà. Exactement, c'est ça. Et c'est troublant. En plus, c'était à 1 an, presque jour pour jour, de ce qui s'est passé avec le conflit avec la police, où un policier a été brûlé dans sa voiture. Ouais. Presque à 1 an, jour pour jour. Donc ça fait des faits qui s'enchaînent comme ça, et Grigny, malheureusement, fait parler de soi, fait parler d'elle. Est-ce que les politiques à Grigny sont à la hauteur d'une telle ampleur, d'une telle problématique, parce que on l'a dit et répété, Grigny est la ville la plus pauvre de France. Est-ce que la politique de la ville, justement, essaie d'éradiquer ce fléau? Je dirais qu'au-delà de la municipalité, je pense que c'est un problème gouvernemental. Je pense pas que le gouvernement ait pour volonté de vouloir réellement éradiquer la pauvreté, ou si on part du principe que, voilà, on le sait tous, hein, dans les quartiers, dans les différents domaines tels que l'éducation, la sécurité, c'est les derniers de la classe qu'on place. Ceux qui n'ont pas eu leur concours, les moins compétents, les moins expérimentés. Après, il y a, voilà, c'est forcément ces gens-là sont pas préparés à, sont pas formés à un public qui a des, j'aime pas trop dire ce que je vais dire, mais qui subit des problèmes sociaux. C'est très compliqué. Donc, je pense que l'ensemble des quartiers en France, il n'y a pas de volonté à ce que les quartiers s'en sortent. Dans la mesure, en plus, quand on sait qu'on est en zone d'éducation prioritaire, ou zone, que ce qu'ils disent aujourd'hui, zone prioritaire, on sait très bien que ça génère des subventions. Donc, après, je sais que ce que je dis est très grave, hein, mais bon, Boubacar, merci beaucoup en tout cas, et tu essaieras de suivre un petit peu ce qui se passe du côté de Grigny pour nous, bien sûr. Tu es très actif d'ailleurs sur le terrain, présent. On va parler de Grigny d'ailleurs dans le cadre du coup de cœur de Osinras dans un instant, puisqu'il va se passer une soirée autour de Salah Hamouri ce 27 octobre. Tu y seras, je suppose. Oui. Voilà. Alors, en tout cas, merci Boubacar. Tu viendras nous rendre une petite visite, je crois, le 7 novembre prochain. Voilà. C'est ça, merci à vous tous. Il y a des voix familières là, on se connaît tous. Ça va. Oui, il y a Mohamed, il y a Ossine, il y a Youssouf Traoré, il y a tout. Voilà. Salutations à tout le monde. Merci beaucoup Boubacar. Merci. Allez, ciao. Merci beaucoup. Alors, Youssef, aujourd'hui, donc, on a bien compris où on en était, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées. 3 juges ont été saisis, qui ont effectivement entendu la famille Traoré. Oui, les pompiers ont été entendus, eux? Non, toujours pas. Pompiers, tout ce qui est pompiers et gendarmes, pas entendu. Non, juste la famille. Pas entendu, voilà, toute la famille, et pour le moment, voilà, ils sont toujours pas inquiétés, j'insiste sur ça, et donc voilà, il y a qu'une seule chose qui pourra, on croit qu'une seule chose, c'est le rapport de force, hein. L'organisation. Comment va le rapport de force politique, sans dévoiler peut-être ce que vous avez prévu de faire, mais quels sont maintenant votre action, comment va-t-elle se diriger pour essayer de continuer le combat? Déjà, la première action là en priorité là, donc comme je vous l'ai dit, ça va être en novembre pour les 1 an de l'incarcération de Bagui Traoré. Ça va être de faire sortir Bagui à tout prix, parce que Bagui, il faut le savoir, il risque jusqu'à 15 ans de prison, hein, et tentative d'assassinat. On se souvient de Villers-le-Bel. En fait, ils veulent refaire un coup comme Villers-le-Bel, où en fait, on a les 2 frères Camara qui ont été condamnés à 10 et 15 ans de prison. Faut savoir que ces 2 frères sont libres aujourd'hui, mais ils ont fait leur peine de prison jusqu'au bout. Il n'y a eu aucune remise de peine. Enfin, ils ont fait vraiment jusqu'à la virgule France, près. Quand t'as une peine de prison, t'as une remise de peine. Tu fais jamais, voilà. Ouais, tu fais en France, tu fais jamais la totalité. Jamais. Tu fais toujours, déjà, il y a pas de place en prison. Il y a trop de gens en prison. Et surtout, voilà, il faut que ça ait une vertu pédagogique aussi quand même. Non, là pour les frères Camara, non, ça a été jusqu'au bout du bout, parce qu'ils ont osé se révolter. Et surtout que les frères Camara, faut savoir, ils ont été condamnés à 10 et 15 ans de prison suite à un témoignage sous X rémunéré. Ouais. Donc en France, on peut aller, c'est extrêmement grave, 15 ans, 10 et 15 ans de prison. Eh bien, témoignage sous X rémunéré. Donc là, Bagui, on est très inquiet pour lui. On pense, nous, en tout cas, qu'ils veulent refaire la même chose. Et donc voilà, on le laissera pas tomber, on va pas lâcher l'affaire. Et donc voilà, on va vite suivre notre page sur Facebook, La Vérité pour Adama. Et on va annoncer les prochaines initiatives prochainement. Et puis par ailleurs, on continue à intervenir partout en France. Et comment vont donc les 2 frères Traoré, qui sont actuellement en prison? Est-ce qu'ils ont le moral? Est-ce qu'ils gardent... les 2 frères Bagui, je dis pas que ça peut aller, mais bon, lui, il veut, le truc, c'est qu'il veut sortir le plus rapidement. Ouais. Plus rapidement. Il a des enfants, il a une femme, il a une maman. Et là, ce qu'ils sont en train de le faire subir, c'est pas normal. Et mon frère Yacouba, mon petit frère, lui aussi, c'est... Il est en train de subir ça. Et c'est pas normal. Et mon frère Yacouba, mon petit frère, lui aussi, c'est... Il est en train de subir ça. Et mon frère Yacouba, mon petit frère, lui aussi, c'est... Il est en train de subir ça. Et mon frère Yacouba, mon petit frère, lui aussi, c'est... Il est en train de subir ça. Et mon frère Yacouba, mon petit frère, lui aussi, c'est... Il est en train de subir ça. Et mon frère Yacouba, mon petit frère, lui aussi, c'est... Il est en train de subir ça. Et mon frère Yacouba, mon petit frère, lui aussi, c'est... Il est en train de subir ça. Et mon frère Yacouba, mon petit frère, lui aussi, c'est... Il est en train de subir ça. Et mon frère Yacouba, mon petit frère, lui aussi, c'est... Il est en train de subir ça. Et mon frère Yacouba, mon petit frère, lui aussi, c'est... Il est en train de subir ça. Et mon frère Yacouba, mon petit frère, lui aussi, c'est... Il est en train de subir ça. Et mon frère Yacouba, mon petit frère, lui aussi, c'est... Il est en train de subir ça. Et mon frère Yacouba, mon petit frère, lui aussi,
Lui, il a perdu son grand frère, il a perdu notre grand frère, il y a encore sa maman, il y a nous. Ce qu'il veut, c'est sortir et qu'on fasse notre deuil aussi au plus rapidement. En tout cas, votre sœur, qui est montée très vite en haut de l'affiche, a fait un travail extraordinaire. Hein. Ouais, bien sûr, ma grande sœur a ça. Ouais, heureusement qu'on a une sœur comme ça, une battante. Et franchement, grâce à ma sœur, le comité, Adama, les militants qui nous ont suivis jusqu'au bout, grâce à eux, c'est grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui. Mohamed, tu peux nous raconter ce qui s'est passé pour toi donc lors des manifestations? On était en 2014, l'été 2014, avec ces bombardements massifs et cette agression absolument intolérable d'Israël dans la bande de Gaza. Tu es parti comme beaucoup, évidemment, manifester contre cette injustice, et donc tu t'es retrouvé en prison. Bon, en fait, je me suis retrouvé en prison. Je revenais de la manifestation. Elle était finie ça faisait à peu près 1 heure. J'étais rentré à pied. Pour remettre dans le contexte, c'était pendant le mois du Ramadan. Ouais. C'était le Ramadan, donc j'étais avec mon petit frère et un ami qui s'appelle Renaud. Bon, je tiens à préciser qu'il est blanc parce que c'est important pour la suite de l'histoire. Ouais. Et bon, on avait décidé de rentrer à pied parce que c'était le Ramadan, qu'on voulait rentrer on voulait arriver en groupe pour l'heure de pour manger quoi. Oui. On s'est dit on va se faire une petite balade, on mange sur Paris, on rentre à la maison quoi. Arrivé à 50 mètres de la voiture, je traverse un passage piéton. Bon, pour préciser, il était vert. Et en fait, au moment où je me retrouve au milieu du passage piéton, il passe au rouge. Et moi, je tourne ma tête et je vois une voiture de gendarme. Et je leur ai souri. En fait, je leur ai souri. J'avais le kéfier sur ma tête, posé. J'avais une djellaba, un drapeau de la Palestine. Bon, mon petit frère l'avait enroulé sur la tête. Et mon ami Renaud l'avait enroulé sur la tête. Donc, il descend du véhicule. D'un coup, il me demande même, pour vous expliquer un petit peu la violence qu'il y avait, il m'avait même pas encore donné la pièce d'identité que ma doudou était déchirée, ma djellaba était déchirée, quoi. Ils m'ont agressé direct. Et en fait, je leur ai demandé, en fait, qu'est-ce qui justifie le contrôle? Pourquoi vous nous contrôlez, en fait? Et à ce moment-là, il y a un policier qui m'a mis un coup de matraque dans la bouche. Et à partir de là, je me suis un petit peu emporté, ils m'ont attrapé à 4, ils m'ont tapé. Ils m'ont embarqué dans la voiture. Et en fait, ce qui m'a marqué ce jour-là, en fait, c'est que quand ils m'ont embarqué, ils m'ont mis dans la voiture. Le policier qui m'a mis le coup de matraque, il a dit, en fait, pourquoi vous l'avez embarqué, en fait? Fallait juste, en gros, c'est comme ça, en fait, fallait juste le défoncer, en gros, pour être vulgaire, et le laisser dans la rue, et le laisser repartir, quoi. Et en fait, il a pas apprécié qu'il m'ait embarqué. Et au final, j'ai fini en garde à vue. 24 heures, 48 heures, comparution immédiate, prison. Combien de temps? Je suis ressorti en appel. J'ai fait appel. Je sais plus c'est au bout de combien de temps. T'as fait quelques mois. T'as fait 3 mois, je crois. 3-4 mois. Moi, je sais même plus. Ouais. Et je suis sorti en appel. Et j'ai fini mon bracelet. Ils m'ont mis mon bracelet là il y a pas très longtemps. Ils m'ont coupé mon bracelet par rapport à cette histoire il y a pas très longtemps. Ils m'ont mis le bracelet au mois de novembre. Juste après. En fait, c'est comme s'ils avaient attendu qu'il se passe. L'événement qu'il y a eu pour Adama pour me sortir mon bracelet, me bloquer à la maison de façon à ce que je puisse pas manifester, que je puisse pas. Parce que concrètement, moi, je sais qu'ils savaient que j'étais proche d'Adama, quoi. D'ailleurs, à ce propos, à l'occasion d'une manifestation du côté de Beaumont-sur-Oise, vous confirmez tous autour de cette table qu'il y a eu des tentatives d'empêcher les gens de se rendre sur place avec des problèmes de train, des trains qui ont été supprimés, ou je sais pas quoi. Des trains annulés, même des gens qui. C'est vrai que c'est récurrent, ça, des trains annulés. Des trains annulés exprès pour la manif. Il y a même une vidéo qui tourne ils ont en gros un mec qui l'ont interpellé parce qu'en gros il avait pas son ticket. C'est pas son ticket. Non, en fait ils ont trouvé le prétexte de le contrôler et lui dire qu'il n'avait pas son ticket. Et lui il disait la police lui demandait vous allez où, il lui a dit on va à la manif pour Adama. Ils ont dit ok d'accord, ils l'ont sorti du train. Ils ont commencé un peu le fouiller, le bousculer, même je pense porter des coups si je dis pas d'erreur. Et au final, il avait bien son ticket. Ils ont juste vu parce que et il a raté son train. Il a raté son train. Au final, il n'a pas pu se rendre. Ouais. Juste faut savoir que ces policiers en question, quand il a dit qu'il allait pour la manif pour Adama, ils ont insulté la mémoire d'Adama Traoré en traitant Adama de violeur
Et donc il y a une affaire là en cours. Donc Yassine Bouzou, l'avocat de la famille Traoré, a attaqué pour diffamation ce policier. Très bien. Hossein, tu vas nous parler de ton coup de cœur qui est avec nous aussi. Beaucoup de monde dans ce studio aujourd'hui. En fait, c'est la famille. Voilà. J'ai envie de vous dire, Hossein, je te laisse nous présenter Céline. Elle va présenter son événement toute seule. Ouais, c'est Céline qui va nous parler de son événement à Grigny ce week-end. Nous étions à Grigny avec Boubacar et on reste à Grigny à l'occasion de cet événement donc de ce vendredi 27 octobre. Bonsoir Céline, bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Donc effectivement, on organise vendredi soir un événement à Grigny autour de la Palestine. Donc en deux parties, une première partie un peu générale sur le contexte historique et ce qui se passe sur le conflit israélo-palestinien. On aura l'intervention de Pierre Stamboul et Sarah Katz de l'UJFP qui vont nous parler de la situation sur place. Sarah qui a notamment vécu 1 an et demi à Gaza, donc avec un reportage photo et nous expliquer leur expérience et ce qui s'y passe. Et puis dans un deuxième temps, on va se pencher sur l'affaire de Salah Hamouri. Donc il y aura Nadir Dandoun qui va être là pour présenter le documentaire qu'il avait fait à l'époque suite à la première incarcération de Salah et le traitement médiatique de l'affaire. Il y aura aussi la présence d'Elsa Lefort. Oui, elle nous l'avait confirmé d'ailleurs ici. Voilà, qui est l'épouse de Salah, qui va donc nous parler de la situation sur place. Et puis voilà, il y aura un débat après les projections, un pot de l'amitié, c'est une entrée libre. Ça se passe au centre culturel Sidney Bechet. Donc c'est à quelle heure ? C'est à 19h30. 19h30, ouais. Est-ce que c'est, on m'a posé la question, est-ce que c'est à proximité des transports ? C'est juste à côté de la gare. Juste la gare de Grigny Centre, ouais. D'accord. La gare de Grigny Centre. Donc, à l'occasion de venir, je pense que je vais y aller, moi. Faut y être. Aussi. Faut y être. Faut y être, venez nombreux. C'est une bonne occasion d'échanger et puis de soutenir aussi, soutenir Elsa et Salah. Oui, absolument. Donc on rappelle, c'est ce vendredi 27 octobre à Grigny 19h30. Il y a une soirée donc avec les projections du film de Nadir Dandoun sur Salah Hamouri. Retour sur une partie historique, débat, pot de l'amitié. On va boire un petit verre quoi. Autour Exactement. D'un verre, voilà. Exactement. Et c'est entrée libre. Entrée libre. Voilà, c'est important de le rappeler. C'est organisé par qui ? Alors je suis co-organisatrice avec Nilda qui est ma cousine. Très bien. Ah oui, c'est une initiative citoyenne. Exactement. C'est magnifique ça. Bravo. Et ça donnera l'occasion aux visiteurs de voir Grigny sous un autre jour, malgré toutes les actualités qu'on a autour de cette ville, comme a dit Bouba depuis 1 an, comme a dit Aboubacar. Mais voilà, il y a aussi des bonnes choses qui se font. C'est une ville de lutte et de très bons militants, très grands militants, et c'est l'occasion de voir cette ville sous un bon œil. Ça n'a pas été difficile d'ailleurs de convaincre Nadir Dandoun ou d'Elsa Lefort de venir non, pas du tout. À une soirée organisée par des citoyens? Non, Nadir, c'est lui qui s'est proposé de venir. Donc les membres de l'Union Juive pour la Paix ont également été volontaires et on n'a pas eu du tout de problème à les convaincre quand je les ai sollicités. Donc c'est vraiment une initiative citoyenne et ça se fait dans la solidarité. Il y a une page Facebook ? Oui, il y a un événement Facebook. Alors, dites-moi. Il y a un événement Facebook, c'est Palestine, Histoire et Perspective. Palestine, Histoire et Perspective. Voilà. D'accord. Allez-y, en tout cas, et nous on se donne rendez-vous donc vendredi soir pour ce pot de l'amitié, surtout pour regarder ce film de Nadir Dandoun qui, sans nul doute, sera très émotionnel, comme à chaque fois d'ailleurs, parce que c'est un grand monsieur qui arrive notamment avec son dernier film sur sa maman apparemment à nous faire magnifique. Tout à fait, voilà, qui est magnifique. Nous fait verser quelques larmes. Ouais, on en parlera dans un prochain coup de cœur de ce film-là. Exactement. Non, c'est moi, mais arrête. Bon, justement, tous les deux, je vais vous mettre d'accord. Je vais en parler aussi, je valide. Bon, alors, bougez pas, puisque dans un instant, il va se passer aussi un gros événement dont on a fait l'écho ici, je crois qu'il y a 1 semaine ou 2 semaines avec toi aussi. Oui. À Vaux-en-Velin, ce week-end. Et je crois que vous êtes tous les deux à partir du côté de Vaux-en-Velin. Qu'est-ce qui va s'y passer? Vous le saurez dans un instant. Pas de place pour Libertad, désolé, mais voilà, c'est l'actualité qui nous rattrape aujourd'hui. Et on salue encore une fois tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui autour de cette table. Donc Youssouf Traoré, frère de Adama Traoré, Mohamed, qui était d'un des meilleurs amis et qui a vu Adama et qui d'ailleurs vu Adama le jour de sa mort, qui comptait d'ailleurs le retrouver le soir à l'occasion de son anniversaire, parce que rappelons-le, il a été tué le jour de son anniversaire. Et
Je vous propose pour ceux qui ont loupé peut-être l'émission, vous arrivez un petit peu en cours, de réécouter la rediffusion ce soir à partir de minuit ou de bien sûr guetter le podcast sur YouTube. Et je crois bientôt vous annoncer même que vous allez pouvoir le retrouver directement sur votre application si toutefois vous téléchargez l'application France Maghreb 2. À tout de suite. LGF, le grand forum avec Youssef Brakni et Hossein Arras qui sont loin d'être seuls évidemment. Il y a du monde dans les studios aujourd'hui. Youssouf Traoré, Mohamed, meilleur ami de Adama Traoré, Céline pour l'événement évidemment organisé, une initiative citoyenne. Bravo encore une fois. Autour de la Palestine et autour de Salah Hamouri, donc vendredi soir à Grigny, au centre culturel, c'est à proximité donc de la gare de Grigny Centre, le RERD, le RER préféré de tous ceux qui le prennent, c'est-à-dire de toute l'Île-de-France, la ligne la pire catastrophique, mais bon voilà. Nous on l'appelle RER Die. Ouais, c'est une catastrophe cette ligne. C'est une catastrophe tous les jours, c'est des problèmes. Alors, Hossein, tu vous souhaitais, Hossein et Youssef d'ailleurs, tous les deux, vous serez à un événement organisé à Vaux-en-Velin ce samedi. Ouais, exactement. Je voulais y revenir dessus, comme tu as dit, on en a parlé, on a eu les organisateurs la semaine passée, et donc ce samedi, le lendemain de l'événement à Grigny, il y aura à Vaux-en-Velin un événement en hommage à Wahida Chichi, notamment, mais aussi à Lawari Ben Mohamed, Thomas Claudio, Adama Traoré et tous les autres. Parce que c'est un événement qui se fait un peu aussi global sur toutes les causes qu'on a subies dans nos quartiers depuis le temps. Alors c'est samedi 28 octobre 2017 à Vaux-en-Velin, dans la salle des Amphis à la rue Pierrecot. Alors il y aura une rencontre publique avec des acteurs et actrices des luttes historiques des quartiers populaires et ponctuée de débats et de créations artistiques. Dans cette soirée se mêleront des interventions, des films, des débats, des spectacles, une exposition tenu par l'Écho des Cités qui est magnifique à voir, et tout ça a pour but de sensibiliser les jeunes générations sur les questions de valorisation des mémoires vives et vivantes des luttes contre les discriminations et pour la justice sociale à Vaux-en-Velin et ailleurs depuis plus de 30 ans. Donc voilà, je vous y invite tous et toutes de tout âge à emmener vos enfants. Il y aura beaucoup de choses sur la mémoire de nos quartiers à travers malheureusement des crimes qui sont soit issus de violences policières, soit des crimes racistes comme on les a connus plus à leur époque. C'est l'occasion aussi pour les aînés des générations 70-80 de nous rappeler aussi toute cette mémoire qu'on a peut-être oubliée dans les quartiers et faire le lien aussi avec toutes les violences policières qu'on connaît un peu plus. C'est important d'ailleurs pour cette jeunesse qu'elle se sensibilise, j'allais dire, à tout ce qui s'est passé, bien sûr, dans le passé. On rappelle ce chiffre, je crois, c'est l'un des organisateurs qui nous parlait de 700 personnes qui ont été violentées par la police, donc morts, depuis les années 70 en France. Exact, c'est ce que l'un des organisateurs, Nagui Balam, qui disait ça la dernière fois. On aura plein d'autres chiffres de statistiques, puisqu'il y a des écrivains qui ont mené des enquêtes, dont Nagui Balam justement, un des organisateurs, puis d'autres qui ont mené des enquêtes et qui continuent à les mener sur la mort de leurs frères. Ils parleront aussi du livre de La Gâchette Facile. Ouais. Un livre, faut le rappeler, c'était la mort d'une personne, je me rappelle, je suis désolé, j'ai pas le nom tout de suite en tête. Lawari Ben Mohamed, justement, merci. CRS, il a dit ça, le soir de la mort de Lawari. Exact, et donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le frère est rentré dans la police pour mener l'enquête sur la mort de son frère, justement, et tout ça, c'est écrit dans un livre qui s'appelle La Cachette Facile, que je conseille à tout le monde. Alors, un dernier petit mot de la part de tout le monde. Youssouf Traoré, qui est avec nous, donc le frère d'Adama Traoré, on rappelle ton grand frère, donc qui a été tué, on peut le dire, visiblement par la gendarmerie, le jour de son anniversaire, à Beaumont-sur-Oise. Depuis, donc, collectif, donc Vérité pour Adama. Le combat pour se faire sortir tes deux frères qui sont actuellement en prison. Un dernier petit mot pour les auditeurs qui nous écoutent ce soir, Youssouf. Je vais faire passer un petit message que déjà merci de nous écouter, que on continue à se battre pour le combat de Adama et pour mes deux frères en prison. Que pour toute information, il y a la page Facebook Vérité pour Adama et toutes les informations dessus. Merci à vous. Mohamed, t'étais le meilleur ami donc de Adama Traoré. Tu as connu aussi la casse-prison pour une toute autre affaire, pour les manifestations à Gaza, à Paris en 2014. Un dernier petit mot aussi. On dire le meilleur ami, un des meilleurs amis, je préfère, c'est. Ouais, bien sûr, ouais. Un des meilleurs amis. Mais on sait que ça va être un combat long, difficile. Il va falloir se mobiliser, parler à beaucoup de personnes, rencontrer du monde, toucher beaucoup de personnes, d'autres personnes à part les quartiers, parce qu'il n'y a pas que les quartiers, il y a aussi il y a plein de personnes à toucher, et le but c'est de faire passer le message et de se faire entendre le maximum possible et le plus long possible. Merci Mohamed, merci Youssouf. Céline, un dernier petit mot aussi. Donc cet événement organisé, une initiative citoyenne ce vendredi à Grigny, comme quoi
évidemment, Grigny, on n'en parle pas que quand il y a des morts ou qu'il y a des problèmes dans les quartiers, il y a aussi des initiatives à saluer comme celle-ci. Ça se passe au centre culturel, c'est au RER, donc Grigny Centre, que ça se passe à vendredi 19h30, une soirée autour de la Palestine. Et la projection du film de sur Salah Hamouri par Nadir Dandoun. Voilà, donc venez nombreux, on vous attend, 19h30 à Sydney-Bécher, et encore une fois c'est à 5 minutes de la gare, donc c'est accessible. Merci à vous trois, merci Hossein et Youssef, et donc bon week-end à Vaux-en-Velin alors les gars. Merci. Bon. Avec Assa Traoré, Almami Kanouté aussi du Comité Adama. Et la page aussi de Vaux-en-Velin, c'est Mémoire vivante des quartiers populaires, à retrouver sur Facebook pour toutes les infos. Voilà. Venez nombreux à Vaux-en-Velin. Comme quoi vraiment le Grand Forum, c'est l'émission qui vous ressemble et qui vous rassemble, messieurs dames. Demain on change d'ambiance, vous connaissez Otekal? Hein? Est-ce que vous connaissez Otekal? Non. Otekal? Ouais. Ce deux comiques qui apparemment font fureur sur Instagram. Ils seront avec nous demain avec Sabrina Artiste sur France Maghreb 2, comme quoi on parle de tous les sujets et on change et on varie bien sûr pour tous les publics. Bienvenue à vous dans un instant Medjahed sur France Maghreb 2, 18h01 pardon pour le retard, mais c'est justifié. Tout de suite le rappel de l'actualité de ce mardi soir, mardi 24 octobre avec Marine Garel. Bonne soirée, à demain pour le Grand Forum 16h. Ciao. Bonsoir à tous. C'est le début à l'Assemblée du débat sur le financement de la sécurité sociale. L'exécutif veut ramener le déficit à 2,2 milliards d'euros, du jamais vu depuis près de 20 ans, au prix d'une hausse de la CSG que dénonce l'opposition. L'animatrice de télévision et productrice québécoise Julie Snyder a porté plainte pour agression sexuelle contre le producteur Gilbert Rozon, notamment connu en France comme membre du jury de La France a un incroyable talent. Cette annonce fait suite au témoignage à visage découvert de 9 femmes publié la semaine dernière, accusant le fondateur du groupe Juste pour rire de harcèlement ou d'agression sexuelle à leur encontre. Le beurre commence à manquer cruellement dans les étals des supermarchés. En cause, une hausse de la demande dans les pays développés comme dans les pays en développement. Une pénurie qui ne va pas durer selon Stéphane Travers, le ministre de l'Agriculture. Attention, si vous avez acheté des petits pots pour bébés, soyez vigilants. Blédina rappelle actuellement des lots de Blédina, pots fruits 4 x 130 grammes, pommes, mangue, dès 6 mois. Les pots concernent donc ceux qui sont vendus par lot de 4. Sur son site internet, Blédina invite les consommateurs qui ont acheté ce produit à ne pas les consommer et à les ramener en magasin. Un numéro vert a été mis en place, le 0800 003 798, pour connaître les modalités de remboursement ou pour toute question liée à cette situation. Hier, les ministres du Travail européens ont trouvé un compromis sur la réforme des travailleurs détachés. Les contrats seront de 12 mois maximum, comme voulu par la France, avec une possibilité de renouvellement de 6 mois par le pays d'accueil. Le gouvernement va dévoiler tout à l'heure le nombre de chômeurs fin septembre sur les listes de Pôle emploi. Il reste sur une hausse de 0,6% au mois d'août. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.